Et si la France insoumise accédait au pouvoir? Banger! Banger, non? Ouais, je sais pas, peut-être, oui. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils auraient un petit peu du mal à appliquer leur programme parce qu'ils se retrouveraient face aux marchés financiers, aux milieux patronaux, même à l'Union européenne, à tout un tas d'instances, à tout un tas de trucs qui se mettraient en branle contre la politique que veut appliquer la France insoumise. Ça me paraît à peu près clair. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va réacter à une vidéo d'un mec qui a fait un truc dans un exercice de politique fiction, a sorti une vidéo, et si on appliquait le programme de la France insoumise? Alors, disclaimer, il s'appelle Crésus, le mec qui a fait ça, je ne le connais pas, mais j'ai été voir vite fait sur sa chaîne YouTube. USA versus Europe, tech versus industrie. Quels investissements choisir? Gros changement dans mon portefeuille. On redéfinit la stratégie. Investir dans un pays en faillite. Quand les marchés financiers arrêteront de monter. Donc c'est le bilan d'un an d'investissement. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. C'est une chaîne de libéral qui croit en l'économie de marché et qui investit en bourse, etc., etc. Donc ça sera... Enfin, vous voyez, là, le truc de bannière, c'est le Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est un des indices boursiers, c'est l'équivalent du CAC 40, mais aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Après, il y en a deux. Il y a le S&P 500 aussi, bon, je sais plus exactement. Peu importe. Et donc en tout cas, voilà, c'est un espèce de gros libéral. Et donc du coup, a priori... Après 20 ans... Tais-toi. A priori, la vidéo qu'il va faire de Jean-Luc Mélenchon, sur Jean-Luc Mélenchon, justement, si on appliquait le programme de la France insoumise, il va probablement donner... Non, le Nasdaq, c'est spécial pour la tech, c'est ça, exactement. J'avais oublié. Et donc du coup, il va donner les arguments de libéraux, a priori. Il va donner les arguments de moi je crois en l'économie de marché, voilà ce qui va se passer. Si LFI arrive au pouvoir, ça va tout niquer. Il va y avoir des crises boursières et du nanani nanana. Mais il se trouve qu'on vit dans un monde libéral. Nos dirigeants, dans leur immense majorité, les grands de ce monde, les décideurs, ça va si je te dis les décideurs, c'est des gros libéraux qui aiment bien investir en bourse aussi, quoi. Donc d'avoir le point de vue de Crésus Investissement sur l'éventualité d'une victoire de LFI en France, ça peut être intéressant parce que si un jour Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, il arrive à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale ou que sais-je, force est de constater que les gens qu'il aura en face de lui qui vont s'opposer à son programme, ça sera des genres de Crésus Investissement eux-mêmes. Donc je pense que ça peut être intéressant à faire comme React. On va essayer de peut-être dégrossir un peu ses arguments ou en tout cas réfléchir à tout ça dans un exercice de politique fiction. Donc, c'est parti. Si LFI arrive au pouvoir, je colle les pluies de sauterelles. Ah, ça va être compliqué. Hein. S'il arrive au pouvoir, ça va être compliqué. Mais moi, justement, j'aimerais voir ça. Ça me ferait trop plaisir de voir ça. Je pense que s'ils arrivent au pouvoir, on va leur mettre plein de bâtons dans les roues. Donc, soit au final, ils vont pas pouvoir appliquer tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent, et ça va être décevant, etc. C'est fort possible. Mais c'est aussi fort possible, de la même manière, qui rentrent vraiment dans un rapport de force avec les marchés financiers, les milieux patronaux, l'Union européenne, la sphère médiatique, etc., etc. En mode let's go, on rentre dans le rapport de force. Dans un moment qui pourrait presque être quasiment débouché sur des trucs un peu révolutionnaires ou je ne sais quoi. Vous voyez? De la même manière que la Grèce, quand il y a Tsipras qui a été élu avec son ministre de l'économie Varoufakis à l'époque, il voulait appliquer un vrai programme de gauche assez proche de celui de la France insoumise. D'ailleurs, ils étaient alliés à l'époque avec la France insoumise. Hein. Et Tsipras, arrivé au pouvoir, au final, il a fini par s'écraser devant l'Union européenne qui était en mode genre non, la Grèce, vous allez appliquer nos directives. On appelait ça la Troïka à l'époque, pour parler de l'Union européenne. Vous allez appliquer nos directives de l'Union européenne et vous allez bien vous faire foutre. Tsipras, c'est Tsipras, pardon, je dis Tsipiras, je confonds avec le joueur de tennis. Et Tsipras, il a dit, ok, de toute façon, je vais pas pouvoir faire ma politique, tant pis. Et du coup, son ministre de l'économie de l'époque, Varoufakis, il s'est barré. Il s'est barré du gouvernement en mode genre, moi, je suis pas venu ici pour trahir. Vous voyez? Et donc, possiblement que si la LFI arrive au pouvoir si l'AFI arrive au pouvoir en France, il devrait y avoir un truc un peu de cet ordre. En tout cas, l'Union européenne ou d'autres vont commencer à dire commence pas à faire n'importe quoi, Méluche. Pas forcément que l'Union européenne, mais vous voyez, les milieux patronaux, la droite libérale, mais aussi l'Union européenne, parce que l'Union européenne et les droites libérales en ce moment, etc., vont se mettre en branle contre Jean-Luc Mélenchon, de la même manière que la Troïka s'est mise en branle contre Tsipras à l'époque de la crise économique européenne en 2009. Ok? Sauf que la France a bien plus de poids au sein de l'Union européenne, il y a bien plus de poids dans la zone euro, etc., qui fait que de rapport de force, on pourrait beaucoup plus facilement entrer dedans par rapport à un pays comme la Grèce qui pèse beaucoup moins économiquement et politiquement dans l'UE et dans l'Europe. Donc Philippot avait raison. Non, justement, il faut tenter ce rapport de force. Faut pas se dire, Frexit, on fait ça sans vous. Il faut rentrer dans un rapport de force avec l'Union européenne pour la changer de l'intérieur. Moi, c'est mon avis en tout cas, et c'est à peu près, c'est la ligne de LFI de toute manière, à dire, si on doit désobéir aux directives, on désobéira aux directives, allez vous faire foutre. Ça veut pas dire sortir l'Union européenne au préalable pour pouvoir mener une politique. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Là, je parle de l'Union européenne parce que j'ai pris l'exemple de la Grèce, mais on peut dire pareil juste des marchés financiers et des milieux patronaux par exemple, ou des médias. Tout ce beau monde va se mettre en branle si jamais LFI arrive au pouvoir. C'est à peu près sûr. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Grèce en 2009.
Et donc, à ce moment-là, c'est un rapport de force que j'aimerais voir. Et est-ce que Mélenchon il va finir par faire bon, on va s'écraser un tout petit peu parce qu'il est ou pas? Je ne sais pas, mais j'aimerais voir ce rapport de force, j'aimerais voir ce moment éminemment politique arriver. Et moi, c'est pour ça que moi je soutiens LFI aussi, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut même être révolutionnaire, être un communiste révolutionnaire, et croire qu'à moitié à LFI et quand même les soutenir, juste pour voir un peu le bordel que ça créerait au final si LFI arrive au pouvoir et le rapport de force qui s'enclenchera. Et est-ce que à quelle possibilité ça peut mener? Moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir. Est-ce qu'il va parler de ça dans la vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va amener les arguments un peu libéraux du camp d'en face. Et donc, je pense que ça sera intéressant à React. C'est parti. Pour l'instant, le vieux ne s'est pas déclaré. Oui, je dis Mélenchon, mais on peut dire LFI. Oui, ça sera peut-être pas Jean-Luc Mélenchon en 2027. Peut-être que ça sera pas lui. Peut-être. On verra. Peu importe, ça change pas grand-chose. On parle de LFI, c'est clair. 2027, après une campagne acharnée, Jean-Luc Mélenchon réussit à se qualifier de justesse au second tour de la présidentielle. Le duel final est tendu, mais grâce à un sursaut républicain, le petit père des peuples bat Jordan Bardella et se retrouve... Le petit père des peuples? 10e seconde de la vidéo, il appelle Mélenchon le petit père des peuples. Le petit père des peuples, c'était le surnom qui était donné à Staline. On est bien sur une vidéo de Crésus Investissement gros libéral. Hein. Ok. Alors après, là, le scénario est pas impossible. Hein, au sens où, effectivement, tous ceux qui se disent peut-être que Mélenchon peut gagner en 2027, c'est pas impossible, tablent sur un second tour Bardella-Mélenchon en se disant que Bardella il est tellement pourri, il se ferait éclater en débat et qu'il y aura cette espèce de sursaut républicain qui fait que qu'éventuellement Mélenchon pourrait triompher dans ce cas de figure. C'est pas totalement impossible. Effectivement, en tout cas pour l'instant, le scénario, oui, ok, d'accord. Ouais. Trouve enfin président de la République française. Dans la banger en vrai, vous imaginez, premier degré si ça arrive, je serais en mode genre. On a enfin le droit au bonheur, au moins un peu. Waouh, ça serait incroyable. Ne vous inquiétez pas, je ferai sa campagne en 2027 sur Twitch.tv. Abonnez-vous bien sûr. foulée de son élection, portée par un entrain populaire quasiment jamais vu, le leader de la gauche réussit à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet rapidement de mettre en place son programme. Cependant, ouais. Alors après, il faudrait que le PS se rallie un peu à lui, comme des perdants, qui viennent déposer les armes et ploire le genou face à Vercingétorix. Ça serait un peu ça. Mais oui, ok, d'accord. Jusque-là, ok, d'accord. Le basé, reste j'aime bien pour l'instant. On pourrait même dire que le véritable duel commence à partir de maintenant, puisque c'est le début d'une confrontation politique, économique et culturelle entre un gouvernement de gauche soutenu par la volonté populaire. Il y a un problème de framerate sur ces vidéos. Hein. Crédus Investissement, mais il sait pas exporter des vidéos à plus de 10 FPS. Il y a un problème là. Et pourquoi c'est pixelisé comme ça? Et les marchés financiers défendus notamment par les institutions européennes. Sur Ursula von der Leyen. Ursula, casse-toi! On y revient, hein. c'est très Frexit aujourd'hui, le live d'aujourd'hui. C'est très Frexit. Ok, mais pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec l'intro de cette vidéo. Je trouve que pour l'instant, c'est bien cadré, il n'y a pas de souci. Effectivement. Comment se déroule? Effectivement, il a bien dit, il y aura une espèce de bataille qui va se mettre en place. Si jamais Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir et arrive à avoir une majorité absolue, ce n'est que le début. Et là, ça va être un peu vénère. Voilà. Et comme il disait, enfin, moi, c'est ce que je disais, il y aurait les marchés financiers, les milieux patronaux, c'est un peu la même chose, l'Union européenne et les médias des milliardaires de droite. Tout ça se mettrait en branle contre le nouveau gouvernement, etc. Roulera cette prise de pouvoir après... Ployer le genou, excusez-moi. 1 mois, 1 an et 5 ans. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok. Dans notre hypothèse, on va partir du principe que Jean-Luc Mélenchon réussit à faire passer la majorité de son programme relativement rapidement. Ce programme radical, cette petite révolution sociale, va changer la vie de beaucoup de personnes, dont voici les principaux éléments qui seront appliqués dès le premier mois. D'abord, l'augmentation du SMIC qui passera à 1 600 € net. Après, commencer direct en prenant juste des lignes de programme, en disant on les applique telles quelles, faut bien partir de quelque chose, quoi. Mais appliquer le programme, rien que ça. Après, s'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, si logiquement il peut l'appliquer. Mais le truc de toute manière avec le programme de la FI, ils le disent tout le temps. Et c'est aussi tout le principe de la politique budgétaire. Eux, leur truc de politique de relance, par exemple, ils veulent faire une politique un peu néo-keynésienne de relance via la consommation populaire et via l'investissement de l'État et de la puissance publique dans les infrastructures écologiques de demain qui permettraient de créer de l'emploi et donc à la fin de la consommation populaire. Blablabla. C'est pas un truc qui se fait en un an. Donc déjà, de fait, si Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il a la majorité absolue et qu'il peut vraiment dérouler son programme et tout, il y aura forcément les 2 premières années, ça sera en mode genre les indicateurs classiques de la macroéconomie et de la politique budgétaire, le déficit, ce genre de choses, ça va pas être bon. Et ça sera en mode trust, c'est un plan quinquennal frérot. Tu verras qu'à la fin on aura réglé les soucis, simplement faut relancer la machine quitte à s'endetter à l'instant T pour que 2 ans plus tard ça commence à reprendre. Donc déjà il y a cette idée là. Hein.
Est-ce qu'il va l'aborder là-dedans? Je ne sais pas, parce que c'est un libéral, il est incapable de penser planification, il est incapable de penser à long terme, ce monsieur. par mois, soit une augmentation de Je dis pas ça, c'est pas un jugement de valeur, je sais pas qui c'est ce gars. Mais c'est les logiques financières, les logiques de marché ne permettent pas de se projeter à long terme, et c'est un des gros problèmes de nos démocraties libérales européennes et occidentales. Voilà. Contrairement à un certain Xi Jinping, qui lui fait des lourds plans quinquennaux, bah ça marche un peu quand même. Hein. par rapport au niveau actuel, avec Bref. le coût supplémentaire pour les petites et les moyennes entreprises qui sera pris en charge par l'État, ce qui coûte environ 10 milliards d'euros par an. Ouais. Dans la même logique, les salaires Ok, bah banger, 10 milliards d'euros par an, ça va, hein, pour permettre d'augmenter le SMIC. Encore une fois, augmenter le SMIC, ça veut dire que ça sera plus d'argent dépensé par les smicards. Et donc ça fera plus de consommation, et donc tes 10 milliards, moi j'aimerais voir sur les 10 milliards que l'État dépense pour pouvoir garantir aux petites entreprises qui galèrent un petit peu de pouvoir payer leurs salariés un SMIC augmenté. Merci Chouip, merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Je veux dire, faut voir ce que ça ramène en TVA derrière. Parce que si tous les smicards de France voient leur pouvoir d'achat augmenter, bah voilà, tu gagnes 1 600 euros par mois, tu dépenses tout. Donc je veux dire, ça fait plus de TVA qui rentre. Il faudrait déjà chiffrer, en contrepartie de ces 10 milliards d'aides, combien de TVA ça ferait rentrer avec l'augmentation de la consommation populaire. Rien que ça, déjà, faudrait le regarder. Est-ce qu'il va en parler dans sa vidéo? Je sais pas, on verra. Hein. des moyennes entreprises qui sera pris en charge par l'État, ce qui coûte environ 10 milliards d'euros par an. Dans la même logique, les salaires des fonctionnaires seront revalorisés d'à peu près LFI veut 10%. baisser la TVA sur tout. Elle veut baisser la TVA sur tout, LFI. Il y a ça dans le programme. C'est sur certains produits. Je sais pas. Surtout que les bas salaires et les précaires, le peu d'argent que tu donnes, c'est de la consommation et pas de l'épargne, spéculation, évasion. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'augmenter les SMIC et juste augmenter les salaires de manière générale jusqu'à un certain stade, ça permet d'augmenter la consommation. Donc ça crée de la croissance. La croissance se calcule à partir de la consommation en France. Et ça crée de la rentrée d'argent via la consommation populaire qui rapporte de la TVA. Donc voilà, augmenter les salaires, ça fait baisser le déficit parce que le déficit est calculé par rapport au PIB. Donc augmenter les salaires, ça augmente le PIB. Donc à déficit égal, en point de PIB, ça baisse. Et c'est comme ça qu'on le calcule, c'est comme ça que c'est calculé. Donc premier truc qui fait réduire le déficit. Et deuxième chose, ça fait de la rentrée d'argent via la TVA et de la consommation populaire. Donc ça, c'est un des trucs qu'il faut comprendre pour comprendre justement ces politiques de gauche, ces politiques de relance, ces politiques keynésiennes, ces politiques de la demande. Hein. Tout ça, c'est un peu pareil, enfin, dans les grandes lignes. Il faut comprendre ce que je viens d'expliquer. Quoi. Sans ça, évidemment, tout ça paraît invraisemblable. Quoi. Avec un focus particulier sur les métiers majoritairement féminins. Il y a presque 6 millions de fonctionnaires en France, donc ça fait un coût. Le PIB n'est pas calculé sur la VA, la valeur ajoutée. Je dis pas de bêtises. Le PIB, il est bien. S'il y a des économistes dans le chat, il y a bien un petit économiste qui traîne. On est d'accord que le PIB en France est calculé à partir de la consommation? Non? Il n'y a pas un truc comme ça? Ou je dis des bêtises? N'hésitez pas à me corriger. Hein. Moi, j'ai pas de formation en économie. Je commence à comprendre 2-3 trucs quand même parce que j'ai une formation. Enfin, parce que je suis la politique, quoi. Mais PIB égale somme de la valeur ajoutée? Non. Non, ça peut pas être ça. Mais est-ce qu'on peut le calculer soit par la production, soit par la consommation? Il y a pas une histoire où c'est justement calculé par la consommation en France? PIB, somme des valeurs ajoutées. Attends. PIB égale dépenses de consommation finale plus formation brute du capital plus exportation moins importation. Il y a tout dans le PIB. Ouais, mais je veux dire, dans la méthode, c'est pas lié particulièrement à la consommation? Bon, bref. En tout cas, consommation augmente, PIB augmente. Ça, c'est sûr et certain, on peut le dire. Et donc, du coup, voilà. Il y a 2 leviers qui peuvent faire baisser le déficit en augmentant les salaires. C'est que du coup, ça va augmenter le PIB, car ça augmente la consommation populaire, premièrement. Et deuxièmement, ça fait rentrer la TVA via la même consommation populaire. La consommation représente 50% du PIB. Bah, c'est logique, logiquement, il devrait y avoir à peu près 50% de production, 50% de consommation. Bref, ok, d'accord. Coût qui est d'environ 30 milliards par an. Ensuite, la mesure... Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, je me suis pas trompé. En tout cas, pour calculer le PIB, tu prends la consommation des Français. Tu prends pas que ça, mais augmentation de la consommation égale augmentation du PIB. Ça, c'est clair et net. Ok. Donc là, pour l'instant, il dit augmentation de 10 milliards. Il dit pas que ça fait ramener de l'argent de manière indirecte. Hein. Bon, bref. Et les 30 milliards, c'est par rapport à quoi, du coup? Féminin. Il y a presque 6 millions de fonctionnaires en France, donc ça fait un coût qui est d'environ 30 milliards par an. Ensuite, la mesure... Mais le chiffrement, là. Le chiffrement, il le fait à l'arrache comme ça tout seul ou pas? C'est la question que je me pose. Savoir à quel point il est de mauvaise foi ou pas. Peut-être qu'il est pas du tout de mauvaise foi, peut-être qu'il est un peu de mauvaise foi. Bah non, Ribot, si tu comptes la prod et la conso, tu comptes en partie 2 fois la même chose. Ben oui. C'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire à la base, c'est que pour calculer le PIB, tu peux partir de la consommation ou tu peux partir de la production. T'as un truc où t'as 2 méthodes, je sais plus exactement. Bon, bref. Les chiffres qu'il pose, j'ai pas trop checké. Mais oui, parce qu'en 2022,
Ils avaient tout chiffré ultra bien, la FI. Ils avaient fait une conférence de 3h30 avec des économistes pour expliquer très concrètement comment ils chiffraient leur programme. S'ils ne repartent pas des chiffres présentés pendant cette longue présentation exhaustive de chiffrement de leur programme économique, déjà de base, ça pue un peu la merde, hein. Premièrement. Principal dans la lutte contre la pauvreté sera la création d'une garantie d'autonomie au-dessus du seuil de pauvreté, donc qui est à 1288 € actuellement net pour une personne seule, avec en plus une facilitation d'accès à cette aide via une simplification des démarches et via la création de cette allocation qui en remplacera beaucoup d'autres. Okay. Si on compte les adultes pauvres uniquement en excluant les étudiants et en déduisant les autres aides, ça coûte environ 20 milliards par an. Et les étudiants... Ok, alors, je finis juste sur cette histoire de PIB. Paradoxe qui nous dit, je pense que c'est un copier-coller peut-être, en France, le calcul du PIB suit les mêmes principes fondamentaux que ceux décrits au niveau international. 3 approches, dépenses, production et revenus, qui en théorie donnent le même résultat. Voilà, c'est ça dont je parlais. Ok. Ne sont pas oubliés pour autant, puisque le programme prévoit une garantie d'autonomie de 1063 € net par mois pour tous les jeunes détachés du foyer fiscal de leurs parents, dès 18 ans et même avant pour les lycéens professionnels. Alors, si c'est sans condition pour tous les jeunes, c'est autour de 50 milliards d'euros par an. Mais si c'est uniquement pour les jeunes en difficulté, sans emploi et peu aidés par leurs parents, c'est plutôt autour de 20 milliards par an. Ensuite, ça fait un bel écart quand même. Mais d'où sortent-ils ces chiffres? Ils frappent. Mais l'IFRAP, faut parler là-dessus. L'IFRAP, c'est des zinzins. L'IFRAP, c'est le truc de Agnès Verdier-Molinet. Hein. Ça, c'est des ultra-libéraux, l'IFRAP. Hein. C'est un think tank ultra-libéral de Agnès Verdier-Molinet. Après, ils ont juste republié leur chiffrement. Ok, oui, donc là, c'est pas eux qui ont fait le document. IFIAC. Non, mais tranquille. Juste, je regarde ça, là. C'est pas les... Garantie d'autonomie hors jeune, 27 milliards. Ouais, ça correspond à peu près à ce qu'il disait, mais c'est la fourchette basse, quoi. On pourrait comparer avec ça. La flemme de faire une analyse comparée de fou, mais le programme. Donc, oui, il part du programme de la France Insoumise. Il part pas du chiffrement économique du programme de la France Insoumise. Ok, d'accord. Donc, en gros, il sort un peu les chiffres de son cul, quand même, Crésus. Hein. Un point central et très débattu actuellement, c'est la question de la retraite. La France Insoumise imposera le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation, sachant que dans le nouveau système, en plus, le RSA, par exemple, cotisera pour la retraite à taux plein. En plus de ça, les petites retraites seront revalorisées jusqu'au SMIC, donc à 1600 € net, et le minimum vieillesse sera également augmenté au niveau du seuil de pauvreté, donc à 1288 €. On peut pas baisser les retraites très élevées des méga riches ? C'est des mesures qui sont lourdes économiquement pour le programme. On parle de plus de 100 milliards d'euros supplémentaires par an tout de même, sans compter l'indexation, qui est plus dur à chiffrer. Et là, on a couvert les grosses mesures du programme en termes de transfert de richesse. Mais ça ne s'arrête pas là, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas concerné pour l'instant, puisqu'il y a également beaucoup de mesures qui vont baisser le coût de la vie pour tous les citoyens, ou en tout cas tous les citoyens de la classe moyenne et populaire. Parmi ces mesures, on a le blocage des prix des produits de première nécessité, notamment le carburant. Ok, attends, il dit 30 milliards pour le point d'indice des fonctionnaires, le truc de l'IFRAP, là. Alors, le truc des frappes, Attendez. Excusez-moi. C'est un document. C'est juste, ça a été publié par l'IFRAP, mais a priori, c'est vraiment un document de LFI à la base. Hein. L'IFRAP l'a juste relayé. Ok, donc ce document-là donne 14 milliards, et lui, il dit 30 milliards, le double. Il sort les chiffres de son cul, vraiment. Il a dû faire des vieux produits en croix de merde pour sortir les chiffres de son cul, quoi. Ok. L'énergie, donc ça coûte entre 0 et 38 milliards par an. Je sais que c'est assez large, mais ça dépend beaucoup du prix du gaz et de l'électricité par exemple. Donc là, on va chiffrer ça à 0, mais voilà, ça dépend du contexte. Dans la même lancée, les quantités vitales d'eau, d'électricité et de gaz seront rendues gratuites. Alors, si c'est fait sans condition, comme c'est annoncé dans le programme, ça coûte entre 14 et 16 milliards d'euros par an. Ensuite, il y aura une réduction. Oh, il y a l'eau ici ? Et pourquoi il part pas du chiffrement qu'ils ont fait eux-mêmes? C'est ça, je comprends pas. Il est en train de perdre son temps à faire sa liste de trucs, quoi. Ça a l'air malhonnête. Hein. D'impôt pour tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, ce qui coûte 0 puisque c'est compensé par l'augmentation de ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Ensuite, on a la gratuité des crèches publiques avec en plus 500 000 places ouvertes en 5 ans et le développement d'un réseau public d'EHPAD avec 10 000 places supplémentaires par an et une revalorisation des salaires. Alors les deux mesures ensemble, ça coûte à peu près 15 milliards d'euros. Pour ce qui concerne le logement, évidemment, plein de mesures, notamment l'encadrement... Non, c'est faux ce qu'il dit.
Il a l'air de prendre les trucs de manière isolée, dire ok, je mets des chiffres comme ça devrait coûter tant, mais on sait pas trop d'où il sort ces chiffres. Hein. Un peu foireux. Hein. Ouais, Pour calcul chat généraliser GPT, des hein, je pensais loyers, ça. Hein. l'interdiction des expulsions sans solution de relogement public, c'est-à-dire que si un locataire arrête de payer, le propriétaire doit lui proposer une alternative avant de l'expulser. Mais les propriétaires ne sont pas pour autant oubliés puisque l'État mettra en place une garantie universelle des loyers qui paiera le loyer à la place des gens. En tout cas, toutes ces mesures, banger. Hein. Parce que là, il lui fait ça en mode chiffrement et c'est de ça dont on parle, mais en vrai, toutes ces mesures, trop bien. Hein. Ce genre de cas, donc ce qui permet de. C'est pas le plus intéressant là, vas-y, allons au fond des choses là. 200 000 logements publics par an, c'est vraiment un chantier très important et ça coûte plus de 30 milliards d'euros par an, c'est pas forcément évident à chiffrer non plus. Et enfin, il y aura une réforme. C'est pas vraiment évident à chiffrer, mais je vous sortir un chiffre de mon cul pour dire que tout ça coûte trop cher. Et moi, je ne réfléchis l'économie uniquement par des ajustements budgétaires sans prendre en compte la complexité macroéconomique réelle de la France. Oui, on a compris. Il va dire tout ça, ça va vraiment trop endetter la France et du coup les marchés financiers ils vont s'énerver à raison. Voilà, ça va être ça la conclusion. Du système de santé avec un remboursement à 100% dans tous les cas, plus d'augmentation des salaires, plus d'investissement de manière générale dans la santé. On pourrait tabler sur une augmentation d'à peu près 15%. Oui, il parle juste des coûts et pas des gains. Alors j'espère qu'il va y arriver après. Hein. Dire ok, côté gains, côté recettes, avec quoi ils vont financer tout ça. Je pense qu'il va y arriver. Hein. Mais s'il parle uniquement des augmentations de dépenses sans parler du reste, et qu'après il parle à la suite en mode voilà pourquoi ça va être très compliqué pour la France insoumise. Si c'est ça vraiment sa vidéo, est achetée à la poubelle instantanément. À voir où il va avec ça. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais pour l'instant, je trouve ça naze. Hein. Ce qui fait environ 40 milliards par an en plus. Et il reste un dernier paquet de mesures très important, surtout pas oublier, qui sont les mesures d'investissement au cœur du projet, puisque l'écologie, comme vous le savez, est une grande priorité de la France insoumise. Et donc, immédiatement, ils lanceront un grand plan de 200 milliards d'euros sur le mandat de bifurcation écologique. Alors, 200 milliards d'euros sur le mandat, hein. Donc il faut diviser par 5, c'est 40 milliards d'euros par an. Voilà. Ça fait 40 milliards d'euros par an investis notamment dans l'éolien, dans du solaire, etc. En plus de ça, il y aura le lancement de grands chantiers créateurs d'emplois avec parmi les thèmes cités la dépollution des fonds marins, la rénovation des réseaux d'eau et des voies ferrées ou l'efficacité énergétique. Alors ça, on peut supposer qu'une partie sera inclue dans le grand plan de bifurcation écologique. On va quand même rajouter 10 milliards par an pour d'autres choses qui sont pas direct... au pif 10 milliards par an. Allez, je te mets 10 milliards ici au pif, hein. Au pif total. Oh là là. Directement dans le plan. Après, quelque part, même si son chiffrage, il le sort de son cul et que le chiffrage est mauvais, ça ne change pas forcément la logique des choses. Parce qu'effectivement, le programme de la LFI, ça serait plein de dépenses supplémentaires, mais aussi plein de recettes supplémentaires et un ajustement des dépenses et des recettes qui fait qu'à la fin, sur la durée du quinquennat, on est à peu près à l'équilibre, c'est bon, ça n'explose pas le déficit et la dette. Ça exploserait peut-être le déficit les 2 premières années, le temps que la politique se mette en place, vous voyez. Au moins la première année, ça serait un peu chaud. Mais enfin, chaud en termes de déficit, mais si on pense long terme, c'est pas très très grave, quoi. Voilà. Je vous mets 10 milliards avec ceci. Très bien. En vous remerciant. Ouais, on est vraiment là-dessus. Hein. Bon. Bifurcation écologique. Et il y a encore une fois, un peu lié aux 2 précédentes mesures, la rénovation de 700 000 logements par an, en commençant par les plus mal isolés, pour des questions, encore une fois, de transition énergétique. Alors ça sera évidemment un petit peu pris en compte dans le grand plan de 200 milliards, mais on va quand même rajouter 10 milliards par an en supposant que tout ne sera pas inclus dans le plan à 200 milliards. Tête de crypto bro. Non mais il s'appelle Crésus Investissement, le gars. Hein. La moitié de ses vidéos, c'est où investir et comment investir. Crésus Investissement. USA versus Europe, tech versus industrie, où est-ce qu'on peut investir? Il a quand même fait une vidéo, hein. Investir dans un pays en faillite. La France est en faillite à cause du socialisme de Macron. Je vais vous expliquer, moi, vous faire un max de thunes sur la base de cette faillite, soi-disant. Enfin, c'est ce genre de gars, c'est un gros libéral de mort. Hein. Voilà. Qu'on soit clair. Probablement un fan de Charles Gave. Pas fait une interview avec Charles Gave? Ça suce Elon Musk. Hein. Voilà, ça suce Elon Musk. Le CAC 40 brûle, mais mon portefeuille va bien. Donc c'est ce genre de créateur de contenu. Hein. Voilà, je le rappelle. C'est pour ça que là, il va parler que des dépenses. Et je pense qu'il va finir en disant voilà, ça fait quand même beaucoup de dépenses supplémentaires. Donc à voir comment les marchés vont réagir maintenant. Sans parler des recettes supplémentaires, dont les recettes supplémentaires qui sont créées par ces dépenses. C'est pas en mode j'augmente des dépenses, mais je fais de nouveaux impôts, du coup c'est bon. C'est que non, ces dépenses créent une activité nouvelle. Et de par cette activité nouvelle, viennent des nouvelles recettes. Parce que ça fait de la création d'emplois et ça fait de la consommation, etc. Donc ça, on va voir s'il se garde de le dire ou pas, mais pour l'instant, je suis en mode ok, on est déjà à 5 minutes 30. Si tu passes à la suite en parlant juste des dépenses pendant 5 minutes, ta vidéo est officiellement bonne achetée à la poubelle. Voilà. 3 grands projets d'infrastructure viennent s'inscrire dans un autre projet qui est la garantie de l'emploi, qui fait que tout chômeur de longue durée aura des propositions d'embauche pertinentes dans des secteurs qui seront mis en avant par l'État. Et donc ça, pour le coup, on va le chiffrer à 0 puisque
on peut partir du principe que les 60 milliards par an qui seront investis dans différents projets permettront de créer de l'emploi pour garantir un certain nombre d'emplois, peut-être pas tous, mais au moins une bonne partie. On va s'arrêter là pour les mesures. Évidemment, le programme fait 80 pages, donc je n'ai pas pu tout citer, mais vous avez, je pense, un ordre d'idée de ce qui se passera. Forcément, l'impact sur les finances publiques... Il se fout de la gueule du monde. Il se fout de la gueule du monde. On va s'arrêter là sur le programme. On a juste listé les différentes dépenses nouvelles et je les ai chiffrées moi-même avec mon cul. C'est quoi cette malhonnêteté ? Il est pas en mode genre, bon bah ok. Parce que là, il parle de politique budgétaire. C'est de la politique budgétaire. Alors, on est en plein dans les discussions budgétaires, ça tombe bien. Mais Crédit Investissement n'est peut-être pas au courant. Peut-être qu'il ne s'intéresse pas à la politique publique parce que c'est un espèce de vieux trader de merde, insignifiant, influenceur de mort qui pense tout avoir compris à l'économie alors qu'il est con comme une bille et qu'il a juste vu des tutos pour investir dans des crypto-wallets de merde. Je pense que c'est ça. Mais genre, dans la discussion budgétaire, dans le projet de loi de finances ainsi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a à chaque fois un volet recettes et un volet dépenses. Il n'a parlé que des dépenses. À aucun moment il ne parle d'éventuelles nouvelles recettes ou d'ajustement des recettes qui permettraient justement de financer tout ça. Il est en mode genre, ça suffit pour parler du programme. Donc le programme politique, le programme budgétaire d'un parti, c'est uniquement les nouvelles dépenses sans regarder les effets que ça a sur l'économie, les effets que ça a sur l'emploi et les effets que ça a sur les nouvelles recettes et les nouvelles recettes par ailleurs qui ont été mises en place. Non, tout ça c'est pas important. Il faut juste regarder. Alors, est-ce que ça coûte cher? On va réduire le déficit public, je suis libertarien. Tuez-moi en fait. Tuez-moi. S'il y a une toute petite coupure dans le live, c'est normal, ne faites pas attention. Dans le replay YouTube, je veux dire. S'il y a une toute petite coupure dans le replay YouTube, c'est normal, ne faites pas gaffe. On a juste enlevé le train de live juste avant, c'était pas très intéressant. En replay, on reprend. Être assez important puisqu'on arrive à plus de 300 milliards par an, voilà, qu'on va arrondir à 300, ce qui fait autour de 10% du PIB. Les différents chiffrages de LFI ou de l'Institut Montaigne sont près dans le même ordre de grandeur. Alors, LFI, c'était 250 milliards, mais c'était en 2022. Depuis, Non, mais j'ai plus la réverb, là. Il n'y a plus la réverb, on est d'accord. De l'inflation, donc je pense que 300 milliards, c'est à peu près le bon ordre de grandeur. C'est assez fair de chiffrer ça comme ça. Alors, ça peut paraître beaucoup, 300 milliards, mais en relatif par rapport aux dépenses qu'on fait déjà actuellement, c'est pas tant que ça. On passe simplement de 57% du PIB au niveau des dépenses publiques à 67% du PIB. Donc voilà, c'est une augmentation. Oh, c'est une belle augmentation quand même. Mais oui, effectivement, en termes d'ordre de grandeur, c'est pas tripler la dépense publique, quoi. Effectivement. Parce que la France est un enfer socialiste. Macron est un socialiste. Mais premier degré, hein, les libertariens, les ultralibéraux, ils voient ça, il est en mode genre, ceux qui disent la France est un pays socialiste, 50 nuances de socialistes, ce sont tous des socialistes. Ils voient ça en fait, ils sont en mode Mélenchon c'est le communisme intégral, 67% de points de PIB en prélèvement obligatoire, alors que Macron c'est plus du socialisme normal, on a 57% de points de PIB. Et ils ne prennent pas en compte la réalité économique de la France où on a la puissance publique qui a un rôle central en économie. C'est juste ça en fait. Eux ils aimeraient que ça soit à 20%. Sans ça, c'est du socialisme pour eux. Voilà comment pense le libéral moyen. Mais effectivement, là, il est plutôt honnête. Ça serait pas non plus le jour et la nuit. Ça serait juste voilà, un coup de barre à gauche sur une politique de relance, réaffirmer l'utilité de la puissance publique en économie, mais ça serait pas non plus le jour et la nuit. Pourquoi lui se permet de dire ça? Parce que lui, il est probablement sur la ligne Macron est socialiste. Les taux de prélèvement obligatoires les plus élevés au monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'il se permet de comparer Macron et Mélenchon. C'est pas pour dire que Mélenchon, c'est pas non plus révolutionnaire comme programme. C'est plus pour dire Macron, c'est déjà le socialiste. De 10% par rapport au PIB, mais c'est pas une multiplication par 2 des dépenses publiques, loin de là. C'est vrai. Cependant, le gros défaut de tous ces chiffrages, c'est qu'ils sont calculés de manière statique et pas de manière dynamique. C'est-à-dire que tout est calculé en fonction des chiffres actuels de la France de 2025 sous Macron, sans prendre en compte l'évolution des comportements qui arriveraient avec ces nouvelles règles. Exemple, pour calculer le coût budgétaire de l'allocation anti-pauvreté, le nouveau RSA en gros à 1288 € net, eh bien, les personnes qui font le chiffrage ont pris le nombre de pauvres adultes, qui est d'environ 6 millions, ils ont multiplié par ce qu'il faudrait pour les faire passer au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui est d'environ 280 € par personne par mois, et donc ils ont fait 6 millions fois 280 € fois 12 mois, ce qui coûte à peu près 20 milliards d'euros. Ce qui est effectivement mathématiquement juste. Cependant, si demain le RSA donne 1280 € net sans condition, avec en plus une certaine quantité d'eau et d'électricité gratuite, des loyers plafonnés et de toute façon des locataires qui ne peuvent pas vraiment être expulsés, avec en plus la santé complètement gratuite, l'école complètement gratuite, les EHPAD complètement gratuites, le RSA qui cotise pour la retraite à taux plein, la TVA... Quel banger, vas-y, prends-moi du rêve. C'est du miel à mes oreilles tout ça. La réduite pour la nourriture,
la TVA réduite pour les produits de première nécessité, des activités culturelles, sportives, de transport financées par l'État, etc., etc. Eh bien, dans ce contexte très particulier, on pourrait supposer que le nombre de gens qui seront au RSA va augmenter parce que à quoi bon travailler pour un SMIC, même à 1600 € si on peut avoir 1280 € sans rien faire, avec en plus la plupart des dépenses qui sont prises en charge par l'État. C'est un peu le grand point d'interrogation de. Mais si le SMIC augmente, c'est aussi tous les salaires qui augmentent. C'est toute la redistribution qui est différente. Donc je veux dire, avec un job mieux payé, dans tous les cas, tu passeras de 1200 à plus élevé. Les gens seraient prêts à travailler pour un peu plus, mais c'est la même mentalité de dire à quoi ça sert de bosser quand au chômage tu touches plein de trucs. Et plus l'allocation, c'est sans condition, c'est vraiment exactement l'équivalent du RSA. N'importe qui en France peut prétendre à 1200 € sec comme ça sans rien foutre. Je pense que là-dessus, il prend des raccourcis avec la réalité du programme et la réalité de son éventuelle application. Hein. Tous ces chiffrages, parce que si demain des millions de gens quittent leur emploi pour se mettre au RSA, eh bien d'un coup, le coût pour les finances publiques est multiplié. Mais là, il déforme la réalité, c'est pas ça le programme de LFI. Non, c'est pas revaloriser le RSA à 1200 €. Par 20. Et donc le chiffrage... Pas sûr de ça, Ribaud, l'augmentation du SMIC en ce moment fait qu'il y a plus de personnes qui étaient juste au-dessus qui s'y retrouvent. Alors oui, mais c'est Macron le président de la République, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, tu l'auras remarqué quand même. La politique d'augmentation du SMIC de l'AFI s'inscrit dans une politique d'augmentation des salaires de manière générale, surtout pour les classes les plus populaires, qui ne concernent pas que le SMIC. Voilà. Devient complètement caduque. Alors, c'est un problème qui est le même pour tous les candidats, puisque tous les chiffrages sont faits sur des chiffres actuels ou anciens. En fait, il faut chiffrer les choses de manière dynamique. Vous êtes bêtes ou quoi? C'est tous des socialistes complètement attardés. Hein. Moi, je suis intelligent. Regardez, j'ai investi en bourse. Allez, ta gueule. Jamais sur des chiffres futurs, parce que c'est très dur à imaginer combien de personnes dans ce contexte-là Bah, iraient au imagine-le. RSA, combien n'iraient pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être moins de gens qui seraient au RSA? C'est très dur d'imaginer d'avoir un nombre précis, donc personne ne le fait. Mais du coup, ça rend tous ces chiffrages très discutables. Ceci étant dit, revenons-en au déroulement de notre histoire. Même si Oui. à peu près 90% de la population sera Il gagnante... a passé un tiers de sa vidéo sur les nouvelles dépenses. Il a toujours pas parlé des recettes. Hein. Il en parle à un autre moment? Je pense pas. Hein. Je sais pas. Dans ce nouveau système, le financement de celui-ci repose quand même en bonne partie sur les 10%, voire sur les 0,1% des plus riches, qui eux... Mais non! C'est le principe d'une politique de relance, c'est le principe d'une politique de la demande, c'est le principe d'une politique keynésienne, c'est que le financement, certes, il y a une augmentation massive des multinationales, de la fiscalité des ultra-riches, etc., etc. L'impôt sur le revenu, le fait de passer à 14 tranches d'imposition au lieu de juste 4 ou 5 tranches, je sais plus combien il y en a actuellement, le but c'est de lisser aussi, c'est de réduire les impôts des revenus des classes moyennes, on va dire, entre guillemets, et compenser ça par une augmentation de l'impôt sur le revenu des riches. Mais c'est quasiment un jeu à somme nulle. Le but, c'est de faire de la justice fiscale. C'est de réformer l'impôt sur le revenu pour qu'il soit plus juste fiscalement. Et après, sur taxer les riches, effectivement. Mais il y a une grosse partie des nouvelles recettes qui viennent pas de juste taxer les riches. Il y a une partie, c'est ça. Mais il y a une immense partie des nouvelles recettes qui viennent de justement l'augmentation de la consommation, l'augmentation de l'activité qui se fait de par ces projets et ces investissements. Ces investissements mènent à une politique de relance qui fait que ça relance la consommation, que ça crée de l'emploi, et que via la TVA et via les impôts de tout le monde et des travailleurs, finalement, ça fait un cercle vertueux, où en investissant à l'année 1, ça crée de l'emploi, à l'année 2, tu vas récupérer les fruits de ça via la taxation des travailleurs, finalement, via les cotisations sociales des travailleurs, via l'impôt sur le revenu des travailleurs qui y sont assujettis, et via la TVA par la consommation populaire. C'est un levier hyper important, et c'est le principe même d'une politique de relance qui est défendue par la France Insoumise. Donc il est en mode, le problème c'est qu'ils ont plein de trucs, ils veulent juste financer ça avec Bernard Arnault. C'est faux. On veut financer ça en taxant les riches, oui, et en relançant l'activité. Les deux, tu peux pas parler d'un programme keynésien, d'un programme de relance, sans parler du principe même d'un programme de relance. Qu'est-ce que je viens de décrire? Qui est-ce que je viens de décrire? La mauvaise foi, elle est plus la merde cette vidéo, voilà la vérité. Seront probablement beaucoup moins contents de cette élection, puisque tous les grands changements de fiscalité les concernent assez directement. On va avoir un certain nombre de nouveaux impôts qui vont arriver, notamment l'annulation des réductions de toutes les charges sociales chez les grandes entreprises. On dit cotisation sociale, s'il te plaît. Charge sociale, c'est les patrons qui parlent comme ça, gros droitards. Qui économise à peu près 20 milliards d'euros par an. On aura évidemment la taxe Zuckman sur les grandes fortunes qui rapportera autour de 20 milliards par an. Ouais. Ensuite, il y aura une sorte de taxe Zuckman sur les grandes entreprises qui a à peu près le même principe, qui est de les empêcher d'optimiser trop leur patrimoine pour qu'elles payent entre guillemets leur juste part d'impôt. Ce qui devrait... Entre guillemets leur juste part d'impôt? Oui, leur juste part d'impôt. Il dit entre guillemets pourquoi? Parce que pour lui, la juste part d'impôt, c'est 0%.
Voilà, il est en mode si je payais moins d'impôts, je pourrais être encore plus riche en investissant sur les marchés financiers. Il pense comme un gros libéral de merde, donc il est en mode entre guillemets, il n'existe pas. Ah, bah allez, nique ta mère, c'est bon, j'en ai marre. Rapporté après le même montant. Il m'a saoulé, ça y est. Donc 20 milliards. Ensuite, Crésus Investissement. Pourquoi tu nous fais ta vidéo de con sur LFI? T'es pas censé devenir milliardaire en investissant en bourse? T'es obligé de passer je sais pas combien de temps à faire une vidéo de 27 minutes pour chier sur LFI? Je comprends pas, t'es pas investisseur? Parle d'investissement. Fais fortune. C'est quoi tous ces gens qui se donnent des conseils en investissement, comme quoi c'est des grands investisseurs? Qu'est-ce qu'ils se font chier à faire des vidéos comme ça si c'est des investisseurs de génie qui pensent être? À ce moment-là, travaille ton portefeuille d'actions, deviens riche. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des vidéos sur la France Insoumise? Profite, va sur une île paradisiaque, boire des pina coladas avec l'argent que tu as gagné en bourse. Si tu es un grand investisseur de génie, peut-être que tu seras un gros mythe, peut-être que tu es un gros mytho, non? une taxe définitive sur les super profits qui rapportent. Il faut bien vendre des formations. En fait, peut-être qu'il se fait pas tant d'argent que ça sur les marchés financiers parce qu'il est gaze. Ou qu'on peut pas se faire d'argent en partant de rien tant que ça sur les marchés financiers. Peut-être que tout ça, c'est un peu une mise en scène pour au final générer de l'argent via sa chaîne YouTube, quoi. Je pense que c'est ça. 5 milliards par an. Il y aurait une nouvelle taxe sur les transactions financières sur lesquelles on n'a pas beaucoup de détails qui rapporterait 9 milliards par an. On a également, genre taxe Tobin, on appelait ça à l'époque. Très important, la suppression de l'imposition un peu privilégiée sur les gains du capital. Actuellement, il y avait la flat tax où, quand vous gagnez de l'argent avec vos investissements, vous étiez imposé à 30%, soit beaucoup moins cher que le travail qui était imposé à 45%. Là, les deux sont cumulés, c'est-à-dire que vous paierez, quoi qu'il arrive, des impôts sur le revenu, que le revenu vienne du travail ou de l'investissement. Ce qui veut dire que... sur les banger, ça c'est trop bien. Il critique ça. Lui, après, il aimerait avoir beaucoup de revenus d'investissement, donc oui, il critique. C'est un manque à gagner pour lui. De plus-value, l'imposition ira jusqu'à 90% à partir de 400 000 euros. Donc un niveau d'imposition... À partir de 400 000 euros par an? Uniquement au-dessus de 400 000 euros par an. Hein. C'est pas, t'es imposé à 90%. À partir du moment où tu payes plus de 400 000 balles par an, tu gagnes plus de 400 000 balles par an, on te prend 90% de ce que tu gagnes. Non, non. C'est pour la partie qui dépasse 411 683 euros sur ton salaire annuel. Là, on te prend 90%. Alors, juste diviser par 12 les 411 000 euros pour vous rendre compte à peu près de quel salaire ça fait par mois. Et au-dessus de ça, tu dis non, c'est un salaire maximum. La vérité, c'est que de toute manière, il y a très peu de gens qui ont revenu pur gagnent plus de 411 000 euros par an. Parce que la plupart des riches, c'est pas uniquement via le salaire qu'ils s'enrichissent, c'est justement via le patrimoine et via le capital et des investissements et des revenus qui ne sont pas les revenus du travail. Donc je veux dire, au-dessus de 400 000 euros par an, bon, on va faire le calcul vite fait. Hop là. 411 683 divisé par 12. Voilà, donc c'est pour ceux qui gagnent à peu près 35 000 balles par mois. En fait, voilà, tu pourras pas gagner beaucoup au-dessus de 35 000 euros par mois. Mais qui a un salaire en France de au moins 35 000 euros par an? Par mois? Quasiment personne. Les riches, ils ont un salaire qui est très élevé, mais pas 35 000 euros en pur salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste quasiment un peu symbolique, entre guillemets, la dernière tranche à 90%. Par contre, le fait de mettre 14 tranches d'imposition pour lisser au maximum le truc, ça permet de réduire l'impôt de ceux qui gagnent pas tant que ça, qui gagnent entre, disons, 10 000 et 30 000 euros, quoi, et augmenter au-dessus d'une certaine dose. Vous voyez? Et Mélenchon et LFI, à un moment, ce qu'ils disaient, c'est en dessous de 4 000 euros net par mois, tu ne paieras pas plus d'impôts sur le revenu. Au-dessus de 4 000 euros net par mois, tu commences à payer un peu plus d'impôts sur le revenu. C'est une mesure de lissage et de justice fiscale, c'est tout. C'est tout. Et là, il est en mode genre, bah oui, on pourra même plus gagner plus de 35 000 euros par mois sous Mélenchon. Bah oui, mais c'est que ça change quoi? Tant mieux. Position sur les plus-values des très riches qui passent à 90%, c'est vraiment beaucoup. Alors ça, on va dire... Il parle de la dernière tranche marginale d'imposition qui concernerait une poignée de personnes en France. Encore une fois, sur la fiscalité, ils puent la merde, ces gens-là. Pourquoi? C'est pas un économiste, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la politique budgétaire, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la fiscalité, c'est quelqu'un qui s'intéresse à comment faire des bénéfices sur les marchés financiers. Ah, la vidéo pue la chiasse. Hein. Parce que c'est ce qui compense la baisse d'impôts. Enfin, pue la chiasse. En vrai, c'est pas le plus désagréable, il sort son truc, mais c'est juste la ligne politique et économique de cette vidéo est nulle. Pauvre. Donc voilà, la réforme s'équilibre elle-même. Mais ne vous inquiétez pas pour autant, on a... Après voilà, c'est pas le mec le plus de mauvaise foi que j'ai vu sur Internet, c'est pas le droitard ou le libéral le plus insupportable et le plus insultant que j'ai pu voir dans mes pérénigrations sur YouTube. Comment? Pérégrination sur YouTube, mais quand même, ça reste un peu insupportable parce que t'es en mode genre, mais ça se voit qu'il ne connaît rien à la fiscalité. D'un ISF changé en ISF climatique, donc avec un prix qui augmente en fonction de si vous êtes polluant ou pas trop polluant. Salut copain du web, comment ça va? Alors, copain du web, je le dis, c'est lui, c'est grâce à lui cette nouvelle DA.
Ce fond animé de toute beauté, c'est lui. Ce logo de toute beauté, c'est lui aussi. Voilà. Comment ça va? T'as vu, j'ai fait des petits ajustements par rapport à ce que je t'avais envoyé. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Si quelqu'un peut prendre un sub, comme ça on voit aussi la petite alerte. Tu vois, j'ai fait des trucs, je t'ai envoyé sur Discord pour la lisibilité, là. C'était un peu cracra. Et du coup, j'ai plus assombri le fond du chat, ce qui m'a permis de désassombrir, je sais pas c'est quoi le terme vraiment, le fond là qui rend un petit peu mieux. C'était trop sombre, c'était un peu trop sombre, ça rendait moins bien. Le logo, j'ai mis dans la sauce de la même couleur que le ribot, je trouve que ça s'intègre beaucoup mieux. Mais voilà quoi, il y a encore des petits ajustements à faire, mais là je commence à être vraiment satisfait. Je suis content. Mais là, tes petits conseils optimisation là dont tu m'as parlé, si t'en as quelques-uns, je suis preneur. Voilà. Surtout que là, j'ai un problème, c'est que du coup, mon ordi, il est en mode genre. Parce que j'ai plein de vidéos de 2 minutes, le fond animé, mis sur OBS en même temps. Et là-dessus, je pense que techniquement, c'est optimisable. Mais après, je sais pas si c'est là-dessus que t'as des tips à donner, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à offrir un sub à copain du web, bien sûr. Le graphiste préféré de ton créateur de contenu préféré, finalement, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà. Merci. Je ne sais pas ce que c'est que super. Voilà, profit. pareil, l'alerte, c'est un peu plus clean maintenant. J'ai remis tout en blanc et tout, quoi. Merci beaucoup, Canapé, pour le Prime. Yem, je te ferai ça, mais c'est déjà très cool. On en reparle pour la technique. Ok, trop bien, trop bien. Et après, pareil, si t'as besoin que je t'envoie des screenshots, des trucs et tout, pour que tu puisses le récupérer, toi, éventuellement, faire un post pour mettre en avant ton travail, n'hésite pas. Voilà. Allez, on va reprendre en tout cas. Ouais, la révolution fiscale, oui, ok, alors. De 10 milliards par an. Vous avez la mise en place de l'impôt sur la nationalité, similaire à ce que font les Américains, c'est-à-dire que où que vous soyez dans le monde, eh bien, vous payez l'impôt comme si vous étiez en France, Bon, globalement. pour l'instant, je suis quand même déçu par cette vidéo. On a un tiers. Et là, c'est juste en mode, ils présentent mal le programme de LFI. Avec un biais libéral de dire, c'est quand même beaucoup de dépenses. Mais c'est où le moment où l'Union européenne et les marchés financiers se mettent en branle contre le nouveau gouvernement? Moi, c'est ça dont je voulais parler. C'est ça qui est intéressant. Mais il en parlera après, je pense. Mais pour l'instant, on s'ennuie un peu. Ce qui rapporte plus ou moins zéro, mais ce qui théoriquement empêche l'exil et l'optimisation. En plus de ça, il y a la suppression des niches fiscales qui profitent aux gros patrimoines, aux grosses entreprises, accompagnée d'une lutte accrue, vous l'avez compris, contre la fraude fiscale des ultra-riches, ce qui rapporte environ 20 milliards d'euros par an supplémentaires. Et enfin, vous avez une vraie transformation de l'impôt sur les successions, puisque tout ce qui dépasse 12 millions d'euros est taxé à 100%, c'est-à-dire que vous héritiez de 12 millions d'euros ou 1000 milliards, eh bien, à la fin, vous recevrez 12 millions. Personne hérite de 1000 milliards. Hein. Ça n'existe pas. Donc là, j'imagine qu'il parle des successions en ligne directe, sans aucune forme d'optimisation de quoi que ce soit, quoi. Même ça, ils seront contournés d'une manière ou d'une autre. C'est quoi le truc? Augmenter le droit de succession sur les plus hauts patrimoines en comptabilisant l'ensemble des dons et héritages reçus tout au long de la vie et créer un héritage maximal de 12 millions d'euros, soit 100 fois le patrimoine net médian. Bah, banger, hein. Moi je suis pour. Hein. Je suis pour. Hein. Mais pareil, ça rapporterait combien? Ça rapporterait combien? Il l'a chiffré, ça, combien ça rapporterait? Parce qu'il a chiffré en sortant les chiffres de son cul toutes les nouvelles dépenses, et là-dessus, sur toutes les nouvelles recettes, il est en mode genre, c'est moins clair. Transformation de l'impôt sur les successions, puisque tout ce qui dépasse 12 millions d'euros est taxé à 100%, c'est-à-dire que vous héritiez de 12 millions d'euros ou 1000 milliards, eh bien, à la fin... Alors, rappel de ce que c'est que 1000 milliards. Il y a 1000 milliards d'étoiles dans notre système solaire. 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc 1000 milliards, c'est 1000 fois 1000 millions. 1 million fois 1 million d'étoiles dans notre système solaire. 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 égale 10 puissance 12. Ah, notre regretté Bayrou, notre lolco préféré. Vous recevrez 12 millions. Parce que ensuite, tout ce qui dépasse 12 millions, hop, est taxé à 100%, l'État prend tout. Une vraie réforme assez historique qui rapporte environ 10 milliards, 12 milliards par an. Et donc, donc, non, ça va être le chiffré. Mais c'est bizarre, pour les dépenses, il a bien mis en haut à gauche là, les nouvelles dépenses. Il a bien fait carré. Et là, sur les recettes, il est en genre, ouais, je mets pas le chiffre. C'est à peu près 12 milliards, on sait pas trop. Donc, il faudrait savoir. Il était en mode, si vous héritez de 1000 milliards, on vous prend tout, on vous laisse que 12 millions. Bah, du coup, sur l'héritage de 1000 milliards, déjà, ça rapporte 1000 milliards en un an. Hein. 1000 millions de 1000 milliards de Bill Sabor. Tous ces impôts, ça fait plus de 100 milliards de recettes par an sur les multinationales et sur les riches en très grande majorité, en épargnant la classe moyenne et la classe populaire le plus possible. Ok, c'est vrai, c'est un peu ça, ouais, oui, c'est vrai. Il fait un peu honneur. Il fait un peu honneur au glorieux programme de la France Insoumise, c'est vrai. Vigilance, cependant, c'est qu'il va y avoir un moment où en fait les différentes taxes vont s'annuler les unes avec les autres. Ma taxe préférée du programme, à titre personnel, c'est la plus simple, c'est la taxe à 100% sur l'héritage au-dessus de 12 millions d'euros. Alors sur le papier, si on la cumule avec la suppression de l'optimisation des niches fiscales et l'impôt
partout où vous êtes dans le monde, ça peut rapporter jusqu'à 30 milliards d'euros par an, ce qui est beaucoup, ce qui est inclus dans le programme. Mais attention, mathématiquement, ce genre de taxe se fait forcément au détriment des autres impôts sur les riches. Exemple basique, quand... Oui, là-dessus, je vois ce qu'il veut dire, effectivement. Si au bout d'un renouvellement générationnel, de toute façon, l'État a tout pris au-dessus de 12 millions d'euros, les milliardaires ne sont plus milliardaires déjà, de base. Voilà, rien que ça. Mais encore une fois, sur la valorisation du capital des entreprises, etc., même s'il y a cet impôt-là qui, dans les faits, sur les successions en ligne directe, d'argent en cash, on va dire, il pourrait être appliqué. Je veux dire, il y a certains trucs où ça serait encore plus ou moins concerné d'une certaine manière. Ça serait un peu trop beau, entre guillemets, que ça y est, il n'y a plus aucune personne au-dessus de 12 millions d'euros dans un renouvellement générationnel. Moi, perso, je n'y crois pas trop si ça arrive, quoi. Mais ça serait bien, ça serait trop bien. Yann Bettencourt, la femme la plus riche. Si on veut vraiment avoir ça, il va falloir exproprier la bourgeoisie, ça ne se fera pas par la fiscalité, vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment on veut arrêter, si on veut que les gens les plus riches en France n'aient pas plus de 12 millions d'euros, en gros, de patrimoine, de capital, il y a un seul moyen de le faire, c'est collectiviser les moyens de production, hein, pour de vrai. Sans ça, c'est pas possible uniquement via la fiscalité redistributive. On peut pas tout faire via la fiscalité redistributive. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut parler d'exploitation capitaliste et de rapport au mode de production. Voilà, tout simplement. Si on veut arrêter d'avoir des milliardaires pour de vrai, il faut arrêter qu'il y ait des gens qui possèdent 1 milliard de capital via des entreprises. Et pour ça, on va être obligé un peu de les exproprier de leur entreprise en socialisant, par exemple, les moyens de production. Soit à travers l'État, soit directement comme des anarcho-syndicalistes par la base. Il y a plusieurs versions qui se confrontent. Mais sans ça, non, ça se fera pas juste avec de la fiscalité redistributive. Et là-dessus, peut-être que... c'est pas que le programme de LFI est trop ambitieux, ils mentent pas là-dessus, mais il y a certaines mesures, très concrètement, ça serait pas appliqué vraiment tel quel. Il y a certains cas qui ne seraient pas concernés, quoi. Voilà. Mais du coup, tu as une nationalisation de toutes les entreprises ? Ça dépend. Moi, dans l'idée, je suis pas contre nationaliser à 100% la majorité des entreprises. Après, la vraie question, c'est l'État aurait un poids vraiment très puissant économiquement et politiquement dans ce cas-là. Et si ça arrive et que l'État se barre en couille parce qu'on a élu un dictateur, là, pour le coup, ça peut être un peu compliqué. Ça, c'est un argument de droite, hein, c'est un argument de la droite libérale que de dire un système socialiste avec un grand S, un système communiste, un système où l'État est très important et ultra central dans l'économie. Ça peut être bien économiquement, certes, mais d'un point de vue démocratique, ça donne un poids démesuré à l'État, et si ça se barre en couille, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et donc il y en a qui voient justement l'économie de marché et le pouvoir des entreprises comme un contre-pouvoir à un éventuel pouvoir autoritaire étatique. Et ça, c'est un vrai argument de droite libérale qui peut s'entendre, vous voyez. Mais il y a un entre-deux quand même, voilà. Et moi, personnellement, je préfère un peu trop de pouvoir dans l'État plutôt qu'un peu trop de pouvoir dans les entreprises pour une simple et bonne raison, c'est qu'un État, normalement, si tout se passe bien, c'est censé être contrôlé démocratiquement, avec une série de contre-pouvoirs, avec des élus, des représentants du peuple qui font que normalement il y a des garde-fous et c'est pas trop censé se barrer en couille. Le peuple, les citoyens, par essence, ont un pouvoir décisionnel par rapport à l'État, via la démocratie représentative, quoi, tout simplement, ou même de démocratie directe, on peut l'imaginer. Les entreprises, c'est pas démocratique. Pareil, par essence, c'est pas fait pour être démocratique, une entreprise. T'as un patron, t'as des possédants, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnel, point. C'est pas fait pour être démocratique, c'est même presque un contre-modèle démocratique dans la société, les entreprises. Donc un pouvoir démesuré dans les mains d'un État, moi je trouve ça moins flippant qu'un pouvoir démesuré dans les mains d'une GAFAM, d'une entreprise de la tech, d'Elon Musk. Voilà. C'est mon avis et c'est mon contre-argument à cet argument libéral que je viens de dire, qui consiste à dire, l'entreprise, l'économie de marché comme un contre-pouvoir à une dérive autoritaire de l'État. Mais j'entends l'argument de la droite libérale, c'est pas l'argument le plus con qu'ils peuvent avoir, quoi. Voilà. Bref, on reprend. Le monde est morte, et bien sa fille a touché des dizaines... Comme disait Jaurès, c'est vrai, en plus je bosse avec l'humain maintenant, je suis obligé de citer Jaurès, c'est contractuel. Hein. Voilà, pareil, Fabien Gay, il m'a mis un coup de pression, il m'a dit t'as intérêt à ramener de la thune au journal, parce que nous on réclame des dons tout le temps, dans la marre, premièrement. Et après il m'a dit, j'ai signé un contrat, il m'a dit tu es obligé de citer Jaurès, pas sur les lives de l'humain, sur tes lives à toi, une citation de Jaurès par live minimum. Sans ça, on arrête de bosser avec toi. Il m'a dit ça. Hein. Donc comme disait Jaurès, la démocratie s'arrête aux portes de l'usine, tout à fait. J'aime beaucoup cette citation de Jaurès. Mais j'aime aussi cette citation-là. Le capitalisme porte en lui la guerre, telle la nuée porte l'orage. Jean Jaurès. Comment je fais genre ? Milliards d'euros. J'ai une prime à chaque name drop de Jaurès. Oui.
Dans Bon, ce allez, nouveau bref. système, elle aurait touché 12 millions et l'État aurait empoché 50 milliards, donc ce qui aurait été génial pour l'année. Mais ensuite, eh bien, sa fille n'aurait plus eu la fortune pour payer la taxe Zuckman, elle aurait payé beaucoup moins d'ISF, et même la tranche à 90% sur les dividendes maximales, bah, elle aurait très peu payé ça. Et c'est pareil pour les Dassault, les Arnaud, les Hermès, les Pinault et la grande majorité des familles riches de France. Si au moment de la succession, tu prends tout, eh bien, au bout d'un moment, les rendements des autres impôts... Non mais vont- attends, oui, je vois ce qu'il veut dire, mais à ce moment-là, il faut regarder concrètement ce que c'est. Si la famille Arnaud, propriétaire de LVMH, l'État lui prend tout au-dessus de 12 millions, ça veut dire que c'est LVMH qui est récupéré par l'État. Ce n'est pas du vrai argent. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque. Voilà, c'est ce qu'ils disent tout le temps, les droitards, effectivement. Donc si on limite à 12 millions d'euros la succession, même en termes de patrimoine et de capital, ça veut dire que quand Bernard Arnault passe l'arme à gauche, l'État récupère LVMH. Et à ce moment-là, il y a des rentrées d'argent parce que LVMH a été nationalisé. Si on suit sa logique. Donc là, c'est en mode non, au-dessus de 12 millions, après, il n'y a plus rien et du coup, ils n'ont plus d'argent, ils peuvent plus payer d'impôts. Que devient LVMH à ce moment-là? Parce que la fortune de Bernard Arnault, c'est son entreprise, c'est pas du cash. Donc à ce moment-là, si vraiment on prend tout au-dessous de 12 millions, y compris sur les biens professionnels, ça veut dire que LVMH, de fait, est nationalisé en une génération. Et à ce moment-là, il faut regarder le fric que ça rapportera à l'État, les bénéfices de LVMH, si vraiment on part sur cet exercice de pensée. Donc là, il est super malhonnête, encore une fois. Voilà. Et tu penses que LVMH géré par l'État fonctionnerait bien? Non, là-dessus, je me dis qu'effectivement, c'est pas forcément ça qui devrait marcher, mais LVMH, en plus, moi, c'est un truc qui, justement, dans la fiscalité redistributive, je trouve qu'il y a des angles morts là-dessus. Parce qu'effectivement, quand on veut vraiment faire un monde un peu parfait, entre guillemets, un monde vraiment égalitaire uniquement par l'angle de la fiscalité, on se retrouve à devoir financer l'État avec les bénéfices de LVMH, sachant que LVMH, la majeure partie de ses bénéfices ne sont pas faits en France et sont faits en Chine, par exemple. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de financer le système social français avec les bénéfices d'une boîte du luxe qu'ils font en Chine avec la classe moyenne chinoise émergente, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que quand tu essayes de pousser le curseur de la fiscalité redistributive jusqu'au bout, normalement, ça se casse un peu la gueule. Et c'est pour ça que ce truc que tout prendre au-dessus des 12 millions dans le cas de succession, pour le cas de LVMH, ça voudrait dire nationaliser LVMH. Et tu peux, de la même manière qu'au Venezuela, tu ne peux pas faire le... J'ai postillonné, pardon. On va faire une analogie avec le Venezuela. Le Venezuela, ils ont voulu bâtir le socialisme en se basant sur l'exploitation du pétrole et la revente du pétrole à l'international. C'est le modèle vénézuélien. Bah, ça marche pas, tu peux pas bâtir le socialisme sur uniquement l'exportation de pétrole. Bah, de la même manière, tu ne peux pas bâtir le socialisme sur la nationalisation d'une boîte de luxe. Ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Et donc, c'est là qu'on voit les limites du discours sur la fiscalité redistributive, et même y compris du programme de la France Insoumise. Et à cet égard, la solution, si on veut vraiment instaurer le socialisme avec un grand S, on y revient. Hein. On y revient. On y revient. Et dans ce cas de figure, LVMH, on s'en bat un peu les couilles. Ce qu'il faut regarder, c'est l'économie en France. Ce qui se passe. Faut pas aller se baser sur les milliards de profits d'une multinationale qui n'est pas fait en France pour imaginer, via la redistribution, le socialisme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai répondu à ta question, Zalcher? Donc là-dessus, c'est là qu'on voit aussi les angles morts de la fiscalité redistributive, pour qui veut construire un monde socialiste avec un grand S, hein, un monde plus juste, un monde plus égalitaire. Et c'est pour ça qu'il y a certaines mesures, faut pas leur faire dire non plus ce qu'elles n'ont pas dit, quoi, dans la France Insoumise. Il y aura pas, littéralement, je pense, si la France Insoumise arrive au pouvoir, on prend tout au-dessous de 12 millions. Voilà, il y aura des trucs sur les entreprises, ça sera différent. Assez largement diminué. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu prends beaucoup avant la mort, quand les gens sont très riches, bien l'impôt sur la succession et la réforme du pacte Dutreil, c'est un peu technique, mais c'est l'une des très grosses niches fiscales qu'ont les riches et que, évidemment... Après, attendez, il a quel pourcentage d'actionnariat, Bernard Arnault? Parce que maintenant, je dis ça, il doit avoir 51%, il doit avoir juste au-dessus de la majorité pour être pleinement décisionnaire de LVMH. Il a 51% du capital de LVMH, Bernard Arnault? Parce que si c'est ça, ça serait que la moitié qui revient à l'État, 50% qui revient à l'État. Je peux imaginer une société où, y compris nos champions, un peu moins. Je peux imaginer une société où nos champions français sont possédés à 40% par l'État. Je pense que les boîtes continueraient de fonctionner en réalité. Voilà. Ça peut répondre aussi à ta question. Il reste en majorité relative. Ok, d'accord. Si cette majorité relative, au lieu d'être à la famille Arnault, ça passe à l'État français, c'est un champion français a priori. Je peux imaginer que l'État possède 40%, entre 40 et 50%, de plein d'entreprises, de plein de multinationales, sans que ça soit la fin des haricots et que les entreprises tournent encore. Voilà. Oui, mais ça laisse le droit de vote à l'État. Tu peux imaginer un truc un peu équilibré où les décisionnaires sont l'État et les investisseurs privés à égalité, tu vois. Tu peux imaginer des choses comme ça, mais moi je peux imaginer en tout cas l'État beaucoup plus actionnaire dans nos grands champions et nos grandes entreprises françaises et nos grandes multinationales, sans que ça soit non plus la révolution bolchevique, quoi. Voilà. Bon, bref. Si Crédus t'écoutait, je parie qu'il saignerait du nez. Ouais, mais je pense qu'il se dirait que j'ai quand même un peu des arguments. Non ? Et LFI voudra supprimer. Ça, le rendement de cette mesure
sera réduit, d'autant qu'il y a des impôts importants au cours de la vie des gens. Sachant qu'en plus, particulièrement en France, les fortunes sont assez anciennes et vieilles. Il y a relativement peu de nouveaux riches qui émergent, là où aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce phénomène de non-additivité fiscale, parce que la taxe Zuckman, c'est un impôt plancher qui donc se fait en plus des autres impôts, mais qui ne vient pas faire 20 milliards. C'est faux. C'est un impôt plancher qui ne se fait pas en plus des autres impôts. Si un milliardaire paye déjà l'équivalent de 2% de son patrimoine tous les ans, la taxe Zuckman lui dit « C'est bon, tu les payes déjà les 2% de ton patrimoine ?» Bah c'est bon. C'est un truc correctif qui vise à combler l'écart entre le taux d'imposition réel d'un milliardaire et la barre qu'on met à 2% de son patrimoine. C'est ça la taxe Zuckman. Si un milliardaire paye déjà l'équivalent, si un mec paye déjà l'équivalent de 5% de son patrimoine tous les ans en impôts, la taxe Zuckman ne le concerne pas. Donc là-dessus, c'est un mensonge pour le coup sur la taxe Zuckman, ça ne se rajoute pas. Fixe, vous voyez, et puis même le chiffre de 20 milliards pourrait être extrêmement contesté parce que là on n'a pas encore parlé de l'exil et tout ça. Et même, il va y avoir un effet doublon, ce que les gens oublient, entre les grandes entreprises et les grandes fortunes. Parce que globalement, Bernard Arnault, s'il a 120 milliards, c'est parce qu'il possède 50% d'LVMH. Si demain vous taxez très fortement LVMH, bien ça va avoir un impact direct sur son patrimoine et sur ses revenus. Oui. Globalement, en fait, les grandes entreprises du CAC 40 valent 2400 milliards avec 70% des bénéfices qui sont faits à l'étranger et avec 50% des actionnaires étrangers. Les 50% restants sont les fameux. Là-dessus, c'est un peu ce que je disais avant. Effectivement, faut pas non plus nous autres gauchistes se leurrer en se disant mais il suffit de récupérer toute la thune de Bernard Arnault et c'est bon, on aura la retraite à 60 ans. Non. C'est la solution de facilité que de se dire ça. Parce qu'effectivement, la plupart des bénéfices ne sont pas réalisés en France. Et sur le long terme, c'est pas comme ça que tu bâtis le lourd socialisme. Voilà. Alors après, il faut taxer Bernard Arnault. Mais tu peux pas dire on va financer la sécurité sociale française uniquement en reprenant toute la thune de Bernard Arnault, puisque sa thune est basée sur l'exploitation de plein de pays dans le monde. Et sa thune, il ne le fait pas en France. De quel droit on devrait récupérer les profits, les bénéfices de Bernard Arnault faits sur le dos de la classe moyenne chinoise? C'est pas possible. Voilà. Donc là-dessus, effectivement, l'argument n'est pas mauvais. Moi, j'essaie d'être de bonne foi. Oui, il y aura un replay de ce live-là. En vrai, c'est intéressant au final. Ultra riches français, donc qui ont environ 1000 milliards de patrimoine. Mais en fait, ce sont juste les propriétaires de ces multinationales-là. Les multinationales et les 1000 milliards des très riches, c'est la même chose. C'est juste selon l'attribution qu'on donne. Est-ce que c'est la propriété de Bernard Arnault ou est-ce que c'est l'entreprise en tant que telle? Mais en soi, c'est un seul et même capital. Et ce capital, si tu lui demandes de donner à l'État plus de 5% par an en plus de ce qu'il donne actuellement, eh bien, tu vas l'affaiblir sur le long terme. Que tu prennes d'ailleurs de la poche des très riches ou de la poche de l'entreprise directement. Alors, sur le court terme, évidemment, c'est possible de prendre beaucoup plus. On pourrait réquisitionner sans compensation toute la part française des entreprises du CAC 40 et puis les vendre à des étrangers avec des belles garanties, ce qui, modulo d'une petite décote, pourrait rapporter 700 milliards par exemple, ce qui permet de financer 4-5 mois de dépenses publiques. Donc, c'est correct. Mais une fois que tu as pris ce stock, c'est terminé. Ensuite, tu peux pas le retaxer à l'infini, c'est pas possible, c'est un stock. Je vois ce qu'il veut dire, l'argument ne pue pas la merde en réalité, je vois ce qu'il veut dire. Après, c'est tout de stock et flux, mais c'est plus que nous, parfois, à gauche, on a tendance à avoir un espèce d'effet, je sais pas comment on pourrait dire, comme un espèce d'effet mirage, on regarde les milliards, et effectivement, on se dit, bah, c'est beaucoup de milliards, on pourrait tout faire. Mais il faut voir ça sur le temps long, et c'est vrai que sur le temps long, tu ne peux pas construire un système purement égalitaire uniquement via la taxation de multinationales. Ce qu'il faut, c'est justement voir le rapport au travail. C'est que correctif. Là, par essence, la fiscalité redistributive, le but est de redistribuer. Mais les écarts de revenus, les écarts de patrimoine, les écarts de capital, les écarts de même... Tout ça, c'est des écarts de pouvoir dans la société, finalement. S'il y a des dominants et des dominés, c'est parce qu'il y a des exploiteurs et des exploités. Vous voyez? Et c'est vraiment, si sur le long terme on veut construire une société juste, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. La fiscalité redistributive ne sera jamais que de la redistribution. C'est à la racine qu'il faut voir d'où sortent ces inégalités. Et les racines de ces inégalités, c'est via l'exploitation capitaliste, le vol de la plus-value des travailleurs pour le patronat, etc., etc. Relire Karl Marx, je l'ai beaucoup mis ce filtre aujourd'hui. Donc effectivement là-dessus, je vois ce qu'il veut dire. Et effectivement, on ne peut pas avoir une vision purement fiscale dans ce truc-là. Ça tombe bien, LFI n'a pas une vision purement fiscale, c'est lui qui a pris cet angle-là. Vous remarquez que la vidéo, c'est « Et qu'est-ce qui se passe si on applique le programme de la France Insoumise ?» On est à la moitié, il n'a parlé que d'ajustements fiscaux, sans même parler du principe même de la politique de relance proposée par LFI, qui est de faire venir via l'activité, via le travail réel des Français, de l'argent dans les caisses de l'État. Et ça, pour le coup, là, tout ce qu'il raconte de dire « Oui, mais si on le fait à une année, on l'aura fait une fois, on ne pourra pas le refaire la deuxième année parce qu'on aura déjà tout pris aux riches, etc. » Ok, je vois ce qu'il veut dire, mais justement, le principe d'une politique de relance de type keynésienne ou post-keynésienne, comme vous voulez, proposée par la France Insoumise, c'est de recréer de l'activité réelle, de l'emploi réel
en France, via de l'investissement dans les infrastructures écologiques, etc., etc. Et ça, c'est sur le temps long que ça va fonctionner. Cette relance de la machine économique qui finit par ramener des revenus fiscaux à l'État, une fois que la machine est enclenchée, ça peut durer des années, ça peut durer des décennies, ça peut durer un siècle peut-être même. Vous voyez ? Donc c'est pour ça. Il ne parle pas du principe même de la politique de relance proposée par LFI, qui pourtant ramène plein de sous, pour ne se focaliser uniquement sur la taxation des très grandes fortunes, qui effectivement n'est pas une solution totalement pérenne à long terme. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Et donc du coup, il est de mauvaise foi. C'est pas un flou. Et surtout, la vidéo est nulle, parce que moi, je pensais qu'il allait dire qu'est-ce qui se passe vraiment si LFI arrive au pouvoir. Je pensais pas que ça allait être 15 minutes de présentation de la politique budgétaire d'LFI, mais version gaze, quoi. Bon. Et c'est ça la notion très importante. C'est une confusion qui est souvent Après, faite. je trouve que c'est pas inintéressant à React, pour le coup. Ça permet de re-expliquer des choses sur la fiscalité, etc., etc. Voilà. Sujet que j'apprécie, comme vous le savez. Et c'est un problème que rencontrent beaucoup de républiques populaires à travers le monde, c'est que quand tu bases la grosse partie de ta taxation sur la taxation des très riches et des très grandes entreprises, paradoxalement, tu as besoin, pour que ton système soit à l'équilibre, d'avoir énormément de riches qui restent très très riches très très longtemps. Sinon, tu vas avoir un problème sur le long terme de soutenabilité. Parce que Non, parce que si les richesses ont été mieux redistribuées, mieux réparties, et ben ça veut dire qu'au lieu d'avoir un giga riche que tu dois taxer beaucoup, et taxer beaucoup, c'est taxer comme le français moyen est taxé. Au lieu d'avoir un millionnaire, t'as 100 mecs de classe moyenne. Les mecs de classe moyenne sont déjà plus taxés que les millionnaires, quasi. Enfin, ça dépend du type de millionnaire. Tu vois, si tu prends toute la fortune de Bernard Arnault, tu la redistribues dans toute la population française. Et ben toute la population française va consommer plus, parfois même investir dans des trucs, acheter des choses, etc., etc. Et tout ça crée de la consommation et ramène de l'argent. Donc si on redistribue totalement et qu'il n'y a plus ces inégalités de patrimoine, ces inégalités de revenus, de toute façon, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas à redistribuer cet argent, parce que cet argent circulera de manière saine dans une économie assainie. Et ça, il ne le dit pas. Il ne le dit pas parce qu'il le réfléchit uniquement en termes de qui on taxe à l'instant T, quelles dépenses à l'instant T. Il ne réfléchit pas à l'effet du programme, en fait. Il n'y réfléchit pas. À l'effet qu'aurait le programme, l'effet macroéconomique en France, qui serait à même justement d'assainir tout ça. Il ne réfléchit pas, c'est un angle mort dans son truc. Mais c'est un angle mort alors que c'est le plus important. C'est fou quand même. Donc en vrai, on peut tirer une leçon de ce React, c'est que les boursicoteurs, ils puent la merde en politique budgétaire et en politique économique. Voilà. Première conclusion. Au fur et à mesure qu'il y a moins de riches, tu auras moins de revenus. Et ça fait un espèce de paradoxe où à la fois tu as énormément besoin des riches et à la fois tu as envie qu'ils disparaissent. Et donc souvent, eh bien, ce paradoxe fait que ça dure pas très longtemps. Alors juste, je vois Doc Eliam et Zalcher qui parlent dans le chat. Juste, je vous demanderai, s'il vous plaît, là c'est une vraie opposition d'idées. Zalcher, c'est le droitard du chat. Alors c'est pas un racelard, c'est pas un réac de merde ou quoi que ce soit, a priori. Mais en tout cas, voilà, il est plus libéral que la moyenne du chat. Mais généralement, il a quand même des remarques pertinentes. Zalcher, c'était trop. Non, mais justement, t'as bien qu'à pas. Mais commencez pas à vous embrouiller. Moi, je trouve que c'est un bon ajout d'avoir Zalcher dans ce chat. Parce que parfois, il pose des questions et ça permet de rebondir et d'avancer des contre-arguments. Et dans tous les cas, même si souvent je suis pas d'accord avec lui, au final, il revient. C'est que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant de t'avoir et j'imagine que tu trouves que c'est intéressant d'être ici aussi, Zalcher. Ça permet de créer un peu du débat économique, quoi. Donc, juste, je vous demanderai si vous voulez vous embrouiller sur des sujets comme ça, restez polis entre vous, s'il vous plaît. Tu veux que je te montre CMP, lol? Mais vous connaissez? Après, si en privé, sinon fleur, ça, je le sais pas. Hein. Reisenberg et moi, on se déteste, c'est tout. Non, mais ok, c'est que vous connaissez. Bon, ça va. Mais revenons à notre histoire. Pour l'instant, comme on est dans le premier mois, il n'y a pas ce problème de soutenabilité long terme. Et donc, les recettes supplémentaires sont... Vous avez le droit de vous détester, mais restez poli dans le chat. Si vous voulez vous insulter, vous pouvez faire des MP sur Twitch. Hein. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. 80 milliards d'euros, avec en plus un retour fiscal favorable de toutes les dépenses qui sont faites par le gouvernement, avec notamment tous les transferts de richesses qui vont augmenter la TVA et l'impôt sur le revenu, ce qui va rembourser une partie des dépenses, ce qui fait qu'en tout, on arrive à 180 milliards de recettes. Attends, enfin! Putain, une phrase pour dire les effets concrets que pourrait avoir une telle politique? Tous les transferts de richesses qui vont augmenter la TVA et l'impôt sur... Excusez-moi. Sont de 80 milliards d'euros, avec en plus un retour fiscal favorable de toutes les dépenses qui sont faites par le gouvernement, avec notamment tous les transferts de richesses qui vont augmenter la TVA et l'impôt sur le revenu, ce qui va rembourser une partie des dépenses, ce qui fait qu'en tout, on arrive à 180 milliards de recettes totales supplémentaires en plus. Ce qui nous donne un déficit français qui va augmenter de 120 milliards d'euros à partir de la mise en place du programme de Jean-Luc Mélenchon, soit 4% du PIB, ce qui est du coup, avec ce chiffrage, pas tant que ça. Sauf que, grâce à Hollande et Macron
qui laisse en Ok, héritage. mais encore une fois, là, il regarde ça passe sur la durée du plan quinquennal, entre guillemets. C'est ça le truc. Là, il regarde que la première année. Il est en mode, la première année, sur l'exercice fiscal en 1 an, effectivement, ça va augmenter de temps le déficit. Oui, la première année, oui. Mais après, ça rentre dans un cercle vertueux économiquement qui fait qu'au bout de la 5e année, non, ça marche beaucoup mieux déjà. Un déficit public à 6% du PIB, qui est déjà 6% du PIB, eh bien, si on rajoute 4% supplémentaires, on va arriver à 300 milliards de déficit public par an, un chiffre beaucoup trop important pour les marchés financiers et pour la BCE, qui vont donc engager un bras de fer avec le gouvernement français. Alors, si on est réaliste, la simple Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on passe à la suite là. Du coup, qu'est-ce qui se passera plus concrètement en termes de. Moi, je veux qu'il parle du FMI qui met la France sous tutelle, etc., etc. Moi, je veux qu'il parle de ça. C'est ça dont je voulais parler. L'affrontement avec le camp du capital, là. Parce que c'est ça le vrai truc. Là, c'était très ajustement budgétaire, très technique, mais technique mauvais, technique foireux, quoi. Mais technique quand même. Vous voyez? Moi, ce dont je voulais parler à travers ce React, à la base, pour moi, c'est vraiment ça le sujet principal. Si un jour, effectivement, LFI arrive au pouvoir ou un équivalent, il y aura un affrontement, il y aura une mise en branle du camp du capital face à cette politique de gauche. Voilà. Parce qu'au final, tout ça, c'est juste rééquilibré entre capital et travail. C'est toujours un peu la même question, n'est-ce pas? Bon, allez, bref. élection de Mélenchon coming. en tant que président Allez. de la République française fera suffisamment peur aux marchés financiers pour qu'avant même son arrivée au pouvoir et avant même l'application de son programme, le gouvernement doive déjà se battre pour empêcher la faillite de la France et maintenir sous contrôle les taux d'intérêt. Mais Oh, la faillite de la France, carrément. Carrément la faillite de la France. En vrai, les marchés financiers, ils sont un peu idiots, certes, mais s'ils voient qu'il y a un plan à long terme qui peut permettre de la stabilité économique, il y a un moment donné où ils pourraient paniquer, puis après se dire « Ouais, non, ça va au final ». Les marchés financiers, au bout d'un moment, ils veulent savoir, est-ce que le marché de la dette obligataire français est safe? Est-ce que l'État est en capacité de rembourser sa dette? Donc on appelle ça le marché obligataire dans les marchés financiers. Une obligation, c'est une dette que tu contractes en gros. La dette obligataire d'État, c'est en mode tu prêtes 100 € à la France sous forme... c'est comme si tu achetais à la France un papier qui s'appelle une obligation. Et sur ce papier, il y a écrit la France doit te rembourser 100 € avec les taux d'intérêt en plus. Voilà, c'est ça le marché de la dette obligataire. Donc c'est prêté à la France et à la fin, il te rembourse avec un petit taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt est défini par les marchés financiers, etc. etc. Aussi la BCE, je ne sais plus quoi exactement. Bon, bref, je ne connais pas dans les détails. Donc oui, je pense qu'il y aura une petite panique au début, mais s'il y a une forme de stabilité, où vraiment les marchés financiers, ils sont pragmatiques aussi, à un moment donné, et ils se disent, l'État est solide économiquement, il y a l'activité économique dans cet État, ils sont en capacité de rembourser leurs dettes. Ok. Donc ça pourrait augmenter les taux d'intérêt pour qu'ils rebaissent derrière. Vous savez qu'il y a des taux d'intérêt bien plus élevés que la France, alors qu'ils empruntent encore beaucoup plus en valeur absolue? Les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique, ils sont sur une vision de, on emprunte à taux élevé, mais tout ça, ça repart dans l'investissement. C'est pas pour la sécurité sociale. Tout ça, c'est du productif. Donc au final, on emprunte à un taux élevé, mais on est en capacité de rembourser. Parce que ça relance la machine, justement. Vous voyez? Donc c'est pour ça, là, il dit, les marchés financiers vont paniquer, puis on va être mis sous tutelle du FMI. Bah pas sûr en vrai. pourquoi est-ce que les marchés financiers... Mais après, seraient- une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, la classe capitaliste, parce qu'elle peut perdre du profit là-dedans, rentrera en branle. Et donc les marchés financiers paniqueraient. Voilà. Mais les marchés financiers, c'est pas que la classe capitaliste en réalité. C'est beaucoup trop interconnecté pour ça. C'est aussi des boîtes qui ont des portefeuilles d'actions, qui doivent garantir à un fonds de pension américain que les retraités qui ont cotisé, enfin pas qu'on cotisé, mais qui ont payé le fonds de pension, pourront avoir leur retraite en ayant des investissements qui soient bien équilibrés entre risque et safe. Vous voyez? Il y a aussi toute une partie de ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est ça. C'est pas que Bernard Arnault qui boursicote, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça que le pragmatisme des marchés financiers pourrait faire que même avec LFI au pouvoir, le truc de ça déraille totalement, c'est même pas forcément dit. Ce qui veut pas dire par ailleurs qu'il n'y aura pas une mise en branle du camp du capital contre LFI, parce que oui, ça touchera à leurs profits, à leurs bénéfices, quoi. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais ça serait pas directement les marchés financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Révolte comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont une dent contre la France insoumise? En fait, c'est relativement simple. La dette française est financée par des fonds de pension, par des assureurs, par des banques, par des particuliers, avec une majorité d'étrangers par ailleurs. Et tous ces gens Oui, c'est veulent genre 60% d'investisseurs étrangers, 40% de Français, un truc comme ça. absolument qu'on leur rembourse l'argent qu'ils prêtent. C'est Oui. très important pour eux. La Oui. dette d'un pays est considérée en plus comme un placement très sûr. Oui. Donc, le fait même qu'il y ait une petite probabilité qu'ils ne soient pas remboursés, pour eux, ça va être rédhibitoire. Imaginez. Oui, mais un État rembourse sa dette de manière générale. Tu veux emprunter sur les marchés financiers, tu veux le placement le plus safe possible, du coup avec un taux d'intérêt, un gain financier réduit. Tu prêtes à la France, c'est très bien. Et je rappelle à tout hasard, monsieur l'économiste de pacotille, que sur le marché de la dette obligataire en euros, la France représente une telle part du marché de la dette obligataire en euros que n'importe quel portefeuille d'actions incluant de la dette obligataire en devise euro ne peut pas se passer de la France, monsieur. Elle ne peut pas se passer de la France.
Donc oui, ils n'arrêteront pas de prêter. Hein. On en est très très loin. Hein. Très très loin. Et même si LFI arrive au pouvoir, on trouvera des prêteurs. T'inquiète. Et vous, si vous êtes un épargnant américain, seriez-vous intéressé à l'idée d'investir le capital dont vous avez besoin pour votre retraite dans un gouvernement français dirigé par Jean-Luc Mélenchon? Un gouvernement. Alors maintenant, la dette obligataire, c'est tu investis dans un gouvernement. Vous voyez comment il est nul? On n'investit pas dans un gouvernement. C'est pas vrai. Et en plus, si vous étiez un actionnaire américain, vous seriez chaud pour investir dans Jean-Luc Mélenchon? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. En fait, la France de Jean-Luc Mélenchon, s'il arrive au pouvoir, elle pèse trop dans la zone euro. Ils n'auront pas le choix, les investisseurs. Ils seront en mode, bah ouais, ça est dans le portefeuille d'action. Ouais, on serre les fesses, on espère que ça va tenir le coup. Puis après, ils verraient qu'au bout de 2-3 ans, il y a une activité économique nouvelle et saine en France. Ils seront en mode genre, bah ok, banger. Alors après ça, il y a des communistes révolutionnaires qui utilisent ça comme un argument contre la France insoumise. Pour dire, le LFI n'est pas anticapitaliste, c'est reculer pour mieux sauter LFI. Même Mélenchon le dit, et là c'est l'argumentaire que je dis. Même eux, ils le disent qu'au final, ça serait à même de rassurer les marchés financiers, les investisseurs, via de la stabilité. Tu dis ça, là, l'argumentaire que je viens de dire, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, qui est juste là. Oh non, pardon. Qui est juste là. Elle entend ça, elle est en mode, bah justement, c'est justement le problème avec la France insoumise. Et en vrai, c'est une tech qui est pas idiote, quoi. Vous voyez? Mais bref, tout ça pour dire que, déjà, on prête pas à un gouvernement. Premièrement, on prête à un État. On n'investit pas dans Jean-Luc Mélenchon, on investit dans la France. Le gouvernement, c'est pas l'État, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, la France pèse trop dans la zone euro pour que des investisseurs américains, dans tout leur portefeuille d'actions, hein, c'est pas juste la France, c'est plein d'actions et d'obligations et de trucs différents pour avoir à la fin un truc un peu safe et équilibré, et ben ils vont pas commencer à pouvoir se passer forcément de la France et de la dette obligataire française. Donc là-dessus, non, je suis pas d'accord. Eh bien, c'est la question que se poseront les créanciers français, et même si certains seront probablement tout de même prêts à le faire, comme on a besoin de quantités d'argent phénoménales, eh bien, il faut vraiment que le gouvernement soit très convaincant. D'autant plus que Mélenchon l'assume, le remboursement des dettes publiques, pour lui, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est l'urgence sociale et écologique. Pour autant, vous l'aurez peut-être compris, LFI n'a pas vraiment le choix. La France doit déjà emprunter quasiment 200 milliards par an simplement pour financer son déficit actuel et ses dépenses actuelles. Donc, s'ils veulent financer leur programme, ils seront forcés d'être en relativement bonne relation avec les marchés financiers et de se plier un tant soit peu à leurs exigences. Donc, de fait, pour financer leur programme, ils seront très dépendants des marchés financiers, qui malheureusement risquent de ne pas être très convaincus par la trajectoire budgétaire de la France. Alors, comment Mais il ne va que la trajectoire budgétaire, peut-être que la trajectoire économique de la France sera même de les rassurer un peu plus, quoi. C'est pour ça, il ne parle que de fiscalité en parlant mal, et il fait totalement fi des conséquences macroéconomiques qu'aurait la politique de Jean-Luc Mélenchon. Et ça en fait une vidéo de merde. ça va se passer? Progressivement, avec l'arrivée au pouvoir de Mélenchon Alors, et le déploiement du programme, les taux d'intérêt de la France vont augmenter parce que les investisseurs vont demander des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque qu'ils encourent à prêter à la France, qui sera très endettée et dirigée par des gens qui leur inspirent relativement peu confiance. Et puis, assez vite, cette augmentation va se transformer en explosion quand il n'y aura Pourquoi tout simplement plus suffisamment d'investisseurs qui voudront prendre le risque de prêter à la France. Et donc, à ce moment-là, le taux d'intérêt de la France partira en... la courbe monte, hein. Là ça part en vrille. Là, pourquoi? Genre, forcément, ça part en vrille, le taux d'intérêt, genre. Ça peut pas être en mode, au début, petite panique, et puis après, ils voient qu'effectivement, il y a une nouvelle activité économique en France qui naît par l'investissement dans des trucs, et ça les rassure, ça. Ils peuvent pas, non? Ok. J'ai peur, hein. Et la France deviendra incapable de se financer, ce qui est très problématique. Pour éviter une crise totale et une faillite de la France, la Banque Centrale Européenne va devoir intervenir avec son mécanisme anti-fragmentation. Mécanisme qui consiste très simplement à imprimer de l'argent pour acheter de la dette française jusqu'à ce que les taux d'intérêt et les investisseurs se calment, ce qui peut être des quantités énormes. On parle de centaines de milliards, voire de milliers de milliards Faut regarder d'euros. l'Espagne. Bah, l'Espagne, ils ont mis quand même une politique. Après, alors c'est différent parce que l'Espagne a mis vraiment en place une politique économique plutôt de gauche, mais en termes de fiscalité, c'est pas ce que propose la France insoumise. Il n'y a pas eu une augmentation massive de la fiscalité en Espagne. Ils ont utilisé un peu d'autres canaux, je sais pas si c'est le bon terme, pour faire leur politique, quoi. C'est un petit peu différent. Potentiellement. Mais étant donné que la BCE peut imprimer théoriquement autant d'argent qu'elle veut, eh bien, elle en sera tout de même capable. Cependant, la Banque Centrale Européenne ne rendra pas ce service totalement gratuitement. Devoir prêter des sommes gigantesques à la France chaque année, ça brisera l'égalité entre les pays européens, ça fragilisera la monnaie commune, l'euro, et les autres pays n'auront pas envie de payer continuellement pour les déficits français. Donc, les Mais institutions... c'est pas continuellement, c'est ça le truc. Il est en mode, oh, le nouveau déficit, ça sera tous les ans. Encore une fois, il ne parle pas de cercle vertueux, il ne parle pas des conséquences économiques d'une telle politique.
institutions européennes vont conditionner cet achat de dette française vital pour la France à des réformes structurelles qui auront pour but de réduire le déficit et de stabiliser la situation. Réformes structurelles qu'on pourrait aussi appeler réformes de droite, puisque ça consiste globalement à augmenter l'âge de départ en retraite, à réduire les pensions, à licencier des fonctionnaires, à privatiser certains services publics, etc., etc. C'est ce que la BCE et le FMI demandent à tous les pays qui sont dans cette situation de crise de la dette. Donc, oui, la théorie monétaire moderne. De toute façon, tout ce qui est création monétaire, c'est un sujet qu'il faut que je taffe en économie. J'y connais un peu rien. La TMM, la théorie monétaire moderne. Donc là, en vrai, le scénario, c'est il a passé 20 000 plombs à dire regardez toutes les nouvelles dépenses. Et après, c'est en mode genre, bon, s'il arrive au pouvoir, au bout d'1 an, on passe sous tutelle du FMI et de l'Union Européenne. Ah bon? C'est direct comme ça. Au contraire, il pourrait peut-être y avoir un genre de rapport de force au sein des institutions, et notamment au sein de l'Union Européenne, entre le gouvernement français et l'Union Européenne, pour faire changer un petit peu les règles. Mais en mode genre, non, la France ne pèsera pas là-dedans, on va juste se faire baiser le fiac par Ursula von der Leyen. Et ça se dit patriote. Je sais pas si se dit patriote, lui, remarque. Mais non, la France, encore une fois, que ça soit pour les investisseurs par rapport à la zone euro, la France pèse trop dans la zone euro économiquement pour que des investisseurs dans leur portefeuille d'actions qui travaillent avec la devise euro puissent se passer de la dette obligataire française. Ça représente une trop grosse partie, premièrement. Et pareil, de la même manière, puisque là on parle de l'Union Européenne et de la Banque Centrale Européenne, la France pèse trop dans l'Union Européenne pour que juste l'Union Européenne puisse se passer de la France. Donc normalement, c'est on rentre dans un rapport de force et on peut voir où ça mène. Justement. Le but, c'est de changer les règles. Il est en mode genre, alors si LFI arrive au pouvoir et veut changer les règles dans un rapport de force, il n'y aura pas de rapport de force, ils changeront pas les règles. Du coup, on va partir du principe que les règles ne changent pas. Bah du coup, ta vidéo est plus la merde, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Relativement peu de suspense sur ce qu'ils vont demander. Mais vous l'avez compris, ces demandes sont aux antipodes du programme de Mélenchon, et donc celui-ci va devoir faire un tout choix. Ça pour dire, Mélenchon il veut faire une politique de gauche, sauf qu'on ne peut pas faire de politique de gauche parce que les investisseurs ils aiment pas, ils sont de droite. Donc s'il arrive, au final, l'Européenne va forcer la France à faire une politique de droite. Et voilà. Fin. C'est juste ça. 27 minutes pour dire ça. Bah putain, t'aurais mieux fait de faire un TikTok, hein. Entre se plier aux exigences européennes, comme Alexis Tsipras, le président grec, l'avait J'en fait parlais avant au lui, début. ou dans une moindre mesure François Mitterrand, C'est soit un petit peu différent, effectivement. Encore une fois, est-ce que la Grèce... Mélenchon, Attendez. et donc celui-ci va devoir faire un choix entre se plier aux exigences européennes, comme Alexis Tsipras. Voilà, est-ce que le poids de la France en Europe est le même que le poids de la Grèce en Europe? Que ce soit politiquement à travers l'Union Européenne et économiquement à travers ce qu'on appelle la zone euro. C'est pas comparable. C'est pas pareil. Peut-être que Mélenchon, il a un petit peu plus de marge de manœuvre pour rentrer dans un rapport de force avec l'Union Européenne que Tsipras en Grèce. Vraiment. Tsipras, le président grec, l'avait fait avant lui, ou dans une moindre mesure François Mitterrand, soit Et ça, François Mitterrand, c'est pas qu'il a été obligé. Il était obligé de l'Union Européenne, il était obligé de faire le tournant de la rigueur. Oups. Non, il aurait pu rentrer dans un rapport de force aussi. Il aurait pu plus assumer le fait de faire une marche par réforme successive vers le socialisme pour de vrai. Il aurait pu être moins traître. Traître du PS. Alors, rappelle que Mélenchon est fan de Mitterrand. Donc voilà, avec le truc en mode les traîtres du PS. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc, une incompatibilité quand on est fan de Mélenchon et qu'on dit les traîtres du PS, d'inclure Mitterrand dans les traîtres. Je trouve que ça ne marche pas. Parce que Mélenchon est trop fan de la caricature. Mais si. Il est vraiment fan de Mitterrand. La caricature, mais c'est pas grave. Mitterrand, c'est pas la pire personne sur Terre. Hein. Ça va, hein. C'était mieux 14 ans de Mitterrand que 14 ans à droite toute. Hein. Moi, je le dis très clairement. Je ne rejette pas l'intégralité du bilan de Mitterrand. Il est pas fan, il a une loyauté. Okay. Il est pas d'élu. Oui. Mais lui, il parlerait pas de traîtrise pour parler de Mitterrand. Voilà, c'est ça que je veux dire en tout cas, quoi qu'il en soit. Je pense que Mélenchon ne dirait pas le mot traître pour parler de Mitterrand. Va dire à Méluche en face à face, FG des Basses. Va voir Jean-Luc Mélenchon et dis-lui Mitterrand est un traître. On va voir comment il va te répondre. Il va te prendre pour un gauchiste de bas étage qui n'a rien compris à la politique. Je dis ça comme si je l'avais déjà vécu, mais non. Bref, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Il a été un vichiste pro-Algérie française. Super, bah ouais. Hein. Qui n'a jamais vraiment condamné Pétain de son vivant. Mais ça va, il est loyal, il est pas fan. Bon, je voulais pas balancer une balle perdue à Mélenchon, on s'en bat les couilles. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de faire des petites blagues aussi. Je suis un clown. Qu'est-ce que je voulais dire? Mitterrand, c'est pas... Moi, je pense que il n'a pas été obligé par l'Union Européenne de faire le fameux tournant de la rigueur et de se conformer aux directives de l'Union Européenne. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas en mode Mitterrand voulait vraiment faire le socialisme, il était trop chaud et en fait l'Union Européenne lui a tordu le bras, il n'a pas pu le faire. Oups, non, c'est qu'il a fait un choix politique à un moment donné. Enfin, il y a deux choses. Déjà, le contexte. C'est le contexte, 1981, c'est juste après, pas la découverte, mais je veux dire la diffusion en masse de ce qu'a été le stalinisme.
Il y a une grosse perte de vitesse de l'idéal socialiste, et qui préfigure d'ailleurs la chute de l'URSS, parce qu'à partir de la fin des années 70, justement, il y a des bouquins comme L'archipel du Goulag, t'as tout un tas de gars, un peu comme les nouveaux philosophes qui sont dû se greffer là-dessus. Il y a eu une espèce de grande prise de conscience des crimes du stalinisme en Occident. Et à partir de là, il y a eu vraiment une perte de vitesse de l'idéal socialiste. Donc ça, c'est la méta du début des années 80. C'est aussi pour ça qu'il y a Thatcher, dès 79, au Royaume-Uni, qui a fait une politique ultra-libérale horrible, et Reagan, à partir de 81, qui a fait le même type de politique. Donc déjà, il est pris dans cette méta-là. François Mitterrand, ça c'est pas de sa faute pour le coup. Il est pris dans cette méta-là où voilà, c'est le déploiement du néolibéralisme, l'effondrement de l'idéal socialiste à grande échelle en Occident, etc., etc. Donc déjà premièrement, et deuxièmement surtout, c'est ça que je voulais dire à la base. À un moment donné, il a fait un choix. Le socialisme ou la construction européenne. C'est aussi ça qu'il s'est dit. Il a dû faire un arbitrage, Mitterrand, entre le socialisme et la construction européenne. Et figurez-vous que François Mitterrand était très, 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 très attaché à l'idée de construction européenne. Pour des plutôt bonnes raisons, c'est parce qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale quand même. Alors il a vécu côté Vichy à un moment donné, mais après il s'est barré et à la fin il était résistant à la fin. Bref, peu importe. Et après oui, il y a le choc pétrolier, tout ça, mais bon, peu importe, sans rentrer dans les détails. En tout cas, à un moment donné, il s'est posé un peu la question, il a eu cet arbitrage à faire, François Mitterrand, il s'est dit, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, la marche vers le socialisme réel ou la construction européenne, la paix? Je pense qu'il le voyait un petit peu comme ça. Il s'est dit, la construction européenne, c'est vraiment... j'y tiens à cœur. Et donc, il a un peu reculé sur le socialisme économique qu'il défendait par adhésion à la construction européenne, en réalité. Mais c'est un choix de la part de Mitterrand. C'est pas juste, il était obligé, il était parfait, et puis il s'est fait tordre le bras par l'UE. C'est pas ça qui s'est passé. Voilà. Donc là, quand il dit Tsipras, ok, il s'est fait un peu tordre le bras par l'UE. D'accord, même s'il aurait pu, très bien, comme Varoufakis, son ministre de l'économie de l'époque, il aurait très bien pu aussi plus rentrer dans le rapport de force. Mais Mitterrand, pour le coup, c'est pas juste il était obligé par l'UE. C'est pas ça qui s'est passé, c'est aussi de son propre chef. Qu'il y a eu ce fameux tournant de la rigueur en 83 et que le programme économique socialiste qu'il présentait a été revu à la baisse. Donc, le contexte est très différent. C'est plus les années 80. Au contraire, on est dans un effondrement de l'idéal capitaliste maintenant. C'est un petit peu ça qui est en train de se passer aussi pour beaucoup. La Grèce n'est pas la France et voilà, Mitterrand n'est pas Mélenchon, au sens où c'est très différent. Le contexte économique et mondial est très différent, premièrement, quand on historicise un peu le truc. Et deuxièmement, Mitterrand n'a pas été obligé à mener la politique qu'il a menée à partir de 83. Et dans un contexte différent, Mélenchon étant une personne différente, c'est pas sûr qu'il fasse comme Mitterrand. Mais il y a une possibilité aussi. Il y a une possibilité que certains trucs l'emportent au final sur la marche qu'il veut faire vers le socialisme. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire ça aussi de Mélenchon. Moi, j'ai une partie de moi qui se dit Mélenchon, il aime la France quand même. Il aime un peu le drapeau, etc. quoi. Il y a des figures présidentielles qui ne rejettent pas. C'est un amoureux de la France. Même parfois, l'impérialisme français, entre guillemets, il n'est pas forcément totalement à 100% contre dans certains cas de figure, vous voyez. Il pourrait très bien arriver au pouvoir, se dire il y a des choses par rapport à la France qui me tiennent à cœur autant que vraiment une politique économique très très à gauche. Il pourrait faire un arbitrage qui est un peu celui que Mitterrand a fait au début de son premier mandat. On peut l'imaginer, je ne sais pas, j'en sais rien, mais on pourrait l'imaginer que Mélenchon trahisse un peu de la même manière que Mitterrand a trahi un peu. C'est pas impossible, au nom du drapeau bleu-blanc-rouge par exemple, ou ce genre de choses. L'impérialiste linguistique notamment, il parle de la France dans les 5 continents, bon, c'est des petits points de détail, je dis pas ça pour faire l'anti-mélenchonisme. Mais de la même manière que Mitterrand, c'est de son propre chef qu'il a décidé de mener la politique qu'il a menée, c'est pas l'UE qui l'a obligé, l'Union européenne. Bah de la même manière, Mélenchon, il pourrait très bien trahir un petit peu, et ça serait aussi de son propre chef. En tout cas, s'il décide de rentrer dans un rapport de force avec l'Union européenne, la France n'est pas la Grèce, premièrement, et en plus, le contexte, c'est pas le même qu'avec François Mitterrand, c'est pas condamné à ce qu'il se passe la même chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, j'ai fait un petit tunnel, mais c'est intéressant, je pense. Vous croyez qu'il va arrêter de vendre des rafales à l'Arabie Saoudite? Ça, typiquement, pas sûr. Il aime bien Dassault en plus. Continuer sa révolution sociale coûte que coûte. Au vu de la vie... Là, je disais pas ça pour faire de l'anti-mélenchonisme, mais c'est juste puisqu'on se projette dans qu'est-ce qui se passe si Mélenchon arrive au pouvoir. Je veux dire, le fait que Mélenchon déçoive, c'est quand même une possibilité à ne pas balayer d'un revers de la main. Évidemment, évidemment. Ou alors vraiment, votre horizon pour la France et pour la lutte, c'est élire Mélenchon président sans aller plus loin. Mais évidemment que si Mélenchon est élu président, du jour au lendemain, ça va quasiment devenir notre ennemi. Là, va falloir commencer à lui attraper le col vénère et lui dire hop, 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 hop. Tu nous fais pas de Mitterrand, toi, le vieux, hein? Voilà. Donc, il faut le dire, Voilà. Extrêmement dur. C'est une certitude, mais il faut voir les points où il ne décevra pas. Oui, il faut pousser au cul pour qu'il se couche le moins possible. Mais de la même manière que LFI ne serait rien sans le peuple de gauche, sans la gauche française, les militants, les sympathisants, les hommes et les femmes qui font la gauche française. Voilà, ils arrivent à faire un très bon relais des vraies préoccupations de la vraie gauche, on va dire. Et c'est ça qui fait qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont à l'écoute aussi de ça.
Et donc, s'ils gardent cette attitude-là une fois arrivés au pouvoir, si jamais ils arrivent au pouvoir, ça sera notre rôle, nous, la gauche, de justement pas juste s'endormir et de se laisser endormir parce qu'on est content que Mélenchon ait été élu. Alors évidemment, il ne faudra pas bouder notre plaisir si ça arrive. Ce serait quand même un sacré signal. Mais voilà. Tu abuses pas un peu? Non, sans être au pouvoir, c'est eux qui font déjà le plus d'actions, vous abusez vraiment. Mais moi, je suis pour que Mélenchon devienne président de la République. J'ai voté pour lui en 2012, en 2017, en 2022, et s'il est candidat en 2027, il y a 99% de chances que je vote pour lui aussi. Bon, après, si on apprend 2 mois avant l'élection qu'en fait, il boit le sang des innocents tous les soirs dans des rituels sataniques, peut-être que je voterai pas pour lui, vous voyez. Donc non, moi je suis en mode, c'est ce que je viens de dire. LFI, c'est eux qui, dans la politique institutionnelle en tout cas, je mets tous les communistes révolutionnaires et tout le milieu associatif, etc. Dans la politique institutionnelle, dans la politique électorale, c'est de très loin ceux qui en font le plus et ceux qui portent le plus la gauche en France, la vraie gauche, la gauche avec un grand G. Ceci étant dit, s'ils arrivent au pouvoir, évidemment que la question de la trahison, entre guillemets, ou à minima la question de la déception, se pose. Évidemment. Sans ça, c'est qu'on est terminali électoraliste, quoi. Voilà. Qu'avait Mélenchon vis-à-vis de Tsipras, on peut partir du principe qu'il ne deviendra jamais un social traître et qu'il voudra avancer quoi qu'il en coûte. Ok, alors en tout cas, c'est le scénario, vous êtes d'accord avec lui? C'est le scénario où Mélenchon le trahira jamais. C'est le scénario qu'a gardé Crésus Investissement pour la suite de ses vidéos. Ok, très bien. Avancer, dans ce contexte, ça veut dire sortir de la monnaie unique européenne, quitter l'euro. Et voilà, j'ai jamais vu personne devenir plus de gauche une fois élu. Voilà, il faut garder ça dans un coin de la tête. Alors après, on n'en est pas encore là. On n'en est évidemment pas encore là. Mais si un jour, LFI arrive au pouvoir, direct, c'est la question que tout le monde va se poser. Pour les gens de gauche et de gauche radicale, en tout cas. C'est sûr, mais je dis pas ça pour chier sur LFI. Hein. Moi, dans tous les cas, je veux tenter le coup. Je préfère largement être trahi par Mélenchon au pouvoir plutôt que d'avoir le RN au pouvoir, en réalité. Moi, je préfère 1000 fois un Mélenchon qui trahit à un Jordan Bardella, quoi qu'il en soit. Ça, c'est clair et net. De la même manière qu'on parlait de Mitterrand tout à l'heure, je préfère carrément avoir eu 14 ans de Mitterrand en France plutôt qu'avoir eu 14 ans de la droite libérale conservatrice, quoi. Voilà. Prendre le contrôle de sa monnaie et pouvoir lui-même imprimer de l'argent. Alors, ça peut paraître radical, mais déjà, le programme de Jean-Luc Mélenchon est en conflit évident avec beaucoup de règles européennes sur la fiscalité, sur les subventions publiques, sur le libre-échange, sur la libre circulation des capitaux, etc., etc. C'est totalement assumé. L'avenir en commun le dit bien. Oui. Il y a beaucoup de règles européennes qui vont à l'encontre du programme et il est écrit qu'il faudra forcément négocier, voire désobéir. Oui. Désobéir, mais ça se fait déjà en fait de désobéir à l'Union européenne. Tous les gouvernements nationalistes, là, les Viktor Orban, Mélanie, je sais pas trop, mais je sais que Viktor Orban le fait beaucoup. T'as plein de mesures qui ne sont pas économiques, ni fiscales, ni économiques, ni quoi que ce soit, qui sont des mesures de droite par rapport aux droits de l'homme, ce genre de choses, à l'immigration, ce genre de choses. Il y a déjà une forme de désobéissance à l'Union européenne. C'est juste que quand ça ne concerne pas la politique fiscale et budgétaire, tout le monde s'en bat les couilles. La Pologne, la Serbie et la Hongrie, ils font déjà de la désobéissance à l'Union européenne, mais c'est pour être raciste et nationaliste. Du coup, l'UE, elle s'en bat les couilles. Voilà la vérité. Donc on pourrait très bien désobéir aussi sur les trucs économiques. Et ça nous fait, ça illustre bien ce que c'est que, hélas, alors moi je suis pas un Frexiteur, hein, mais hélas, la nature de l'Union européenne à ce moment-là, c'est avant tout une organisation économique finalement, ou en tout cas qui a une portée économique, d'assurer un marché commun avec un ensemble de règles économiques et fiscales à même de faire un capitalisme européen sain, avec un modèle allemand. Voilà, en gros c'est un peu ça l'Union européenne à l'heure actuelle. Et ça pue du cul. Mais ça veut pas dire que je suis Frexiteur, mais j'aimerais que l'Union européenne change. Si on pouvait avoir la République sociale française et l'Union européenne socialiste, imaginez, l'Union des républiques socialistes d'Europe, l'URSE, l'Union des républiques socialistes européennes, banger, l'URSS, quasiment comme l'URSS, tu remplaces soviétique par européenne. Moi c'est ça que je veux, c'est ça l'objectif. Vous savez pourquoi ? Car je suis internationaliste, les camarades. Le socialisme dans un seul pays a déjà été testé, ça s'appelait Staline. C'était littéralement le nom de la doctrine de Staline. Il a théorisé le socialisme dans un seul pays. Ok ? Moi je suis internationaliste. Donc ce que j'aimerais déjà dans un premier temps, avant d'avoir le monde, déjà peut-être l'Europe, l'Union des républiques socialistes européennes. Moi c'est ça la ligne. C'est ça la ligne. Et est-ce que l'élection d'un Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la France pourrait éventuellement être un pas dans ce chemin ? Peut-être. C'est pas impossible. Bon, allez, bref. Mais ce qui rend le Du coup, le React est intéressant, il y a plein de choses à dire, hein, même si lui, il est un peu relou. Enfin, il est un peu relou dans son discours, mais il est pas désagréable, il est pas là à se foutre de la gueule du monde ou quoi que ce soit, il est posé, il est calme, ok, très bien. J'ai pas spécialement d'antipathie pour lui, c'est juste vraiment du désaccord politique pur, quoi. Je trouve qu'il dénimpe. Mais au final, le React est intéressant, on peut parler de plein de sujets et c'est cool. Hein. T'es pas prêt pour la fin ? On y va. Force et non pas la désobéissance inévitable,
c'est le nerf de la guerre, l'argent. Ce que veut la BCE, inspiré de la rigueur allemande, c'est que la France soit en équilibre. Je finis juste là-dessus. Faut pas se leurrer, mais lui, c'est un SOSDEM, c'est pas ce qui nous amènera le socialisme avec un grand S, c'est pas un communiste révolutionnaire. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais par contre, ça peut amener un moment politique de crise qui peut s'inscrire dans une démarche révolutionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est plus ça, mon avis. Mais après, c'est aussi mon copium pour pouvoir allier mes racines communistes révolutionnaires et trotskistes avec mon profil actuel qui est plutôt SOSDEM, qui fait que, bon, parfois je suis là un peu à dire non, mais oui, si, en fait, la victoire de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle peut s'inscrire tout à fait dans une démarche révolutionnaire. Peut-être que je suis sous copium, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. C'est des sujets que je trouve vraiment intéressants pour le coup. Ça permet de penser la politique, y compris la politique électorale, un peu plus loin que l'électoralisme, finalement. Voilà. En dessous des ça permet de dézoomer. Je suis content, je passe un bon moment. Je trouve que ce React est cool, il est intéressant. % de déficit public, donc en dessous de 60 milliards de déficit public. Et ce que veut le gouvernement français, c'est que la BCE imprime plusieurs centaines de milliards d'euros par an pour financer un déficit qui ne sera pas réduit tant que l'urgence écologique et sociale ne sera pas réglée. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux. On ne peut pas faire une politique qui respecte à la fois le programme de l'AFI et les règles européennes, ou même un juste milieu. On s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, la fameuse règle européenne de l'Union européenne sur la politique budgétaire et fiscale. C'est le fameux critère des 3%, on appelle ça comme ça. Je ne sais plus si c'est le traité de Maastricht ou je ne sais plus quoi, j'en sais rien. Mais c'est une règle européenne où c'est en mode les États membres de l'Union européenne doivent garder leur déficit public contenu en dessous, le traité de Lisbonne, merci, en dessous de 3% de leur PIB. Voilà, là on est bien au-dessus des 3% de PIB. Et vous savez quoi, sous Macron, il y a eu une année où on était en dessous des 3%. Pourtant, c'est un bon élève de l'Union européenne. Hein. L'Union européenne aime bien Macron, et Macron aime bien l'UE. Hein. Ursula von der Leyen et Macron, ils sont potes en vrai. Hein. Voilà. Et pourtant, Macron, il a explosé le compteur. Il n'a pas du tout respecté ce critère des 3% de PIB en déficit annuel. Et Mélenchon, il pourrait pas. Mélenchon, il ne pourrait pas ne pas respecter ce critère-là, alors que Macron ne l'a pas respecté exactement de la même manière. Allons bon. C'est juste que faire exploser le déficit Macron, quand il fait exploser le déficit, c'est pour filer des milliards et des milliards et des milliards aux multinationales. Mélenchon, s'il fait exploser un peu le déficit, déjà ça risque d'être temporaire et après se résorber sur le temps long via le cercle vertueux de la relance économique et écologiste, n'est-ce pas? Premièrement. Et deuxièmement, c'est juste qu'il ferait exploser le déficit un peu de la même manière, mais ça serait pour investir dans les infrastructures écologiques de demain et faire de la redistribution, rendre la vie meilleure aux Français. C'est la seule différence en réalité, mais les critères économiques de l'Union européenne ne sont déjà pas respectés par Macron. Et est-ce que la France a été mise sous tutelle du FMI? Je crois pas, pour une simple et bonne raison, c'est que l'économie française est solide. Elle est solide sous Macron. Alors, c'est pas grâce à Macron, mais elle reste solide sous Macron. Elle sera solide sous Mélenchon. La France n'est pas un petit pays chiasseux qui va disparaître du jour au lendemain. Ça serait bien que ces messieurs de droite se le rappellent, eux qui se présentent comme des patriotes tout le temps, quoi. Et c'est en partant de ce constat-là qu'on peut aussi se permettre d'avoir une ambition politique et économique pour la France, en se disant que voilà, s'il y a un grand bouleversement de la France au sein de l'Union européenne, ça peut créer un cercle vertueux à l'échelle de l'Europe en entier, quoi. Voilà. Enfin, si... Voilà, à aucun moment on parle du fait qu'on va rendre la planète inhabitable, etc. etc. Ouais. Alors après, justement, moi c'est ça que j'aime bien avec la politique de relance de la France insoumise, la politique keynésienne. Politique de relance, normalement, c'est augmentation de la consommation, augmentation de ci, augmentation de ça. Qu'est-ce que je disais? Et donc du coup, c'est un truc qui est un peu la croissance, le productivisme. Généralement, quand on parle de politique keynésienne, il y a un truc un peu productiviste. C'est la relance par la consommation, par l'investissement, l'industrie, etc., etc. Mais vu que le programme de LFI prend ça en compte et pour dire oui, notre politique de relance et d'investissement doit se faire justement pour préparer des infrastructures écologiques de demain, bah là du coup je trouve que ça règle un petit peu ce souci, ou ça le corrige un petit peu, que le souci, l'angle mort du productivisme dans les politiques de relance, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Quoi? Il y a du flou dans le chat, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Je comprends pas. Il y a un juste milieu. On n'est pas un petit pays chiasseux, par contre on est un pays de pull-à-pisse, tout à fait, Raph. 5% de déficit, et ça s'appelle le macronisme, et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon veuille vraiment faire ça. Donc, si elle veut absolument ouvrir une nouvelle voie, après 30 ans de... Ça parle de LFI antisémite dans le chat, mais c'est quoi le rapport? Ouais, comme toi qui instrumentalise l'antiracisme pour critiquer LFI. Les débats, calmez-vous, on parlait politique budgétaire et Union européenne, là. Les gens n'ont pas aimé que je dise, les LFistes, arrêtez de croire que tout va changer quand le parti arrive au pouvoir. Alors, je vais faire le prof, je suis désolé. Je m'en fiche de savoir qui a commencé. Moi, je m'en fous, en fait. J'aimerais juste que vous taisiez. Est-ce qu'on peut travailler 5 minutes?
Donc là, je m'en fiche de savoir qui a commencé. Je vais pas vous punir. Par contre, tous, vous sortez vos carnets, vous le mettez sur le coin de votre table. Il y aura plus d'avertissement. Maintenant, le premier qui parle, je prends son carnet. Je m'en fiche de savoir qui a commencé. Est-ce que c'est clair? Merci. La France devra revenir. Bon, Vargui, si t'as pas ton matin, t'as pas de copie double. Dehors, j'en ai marre. Qui est délégué? Onibaku? Tu peux emmener Vargui chez la CPE, s'il te plaît? Merci. Tu traînes pas dans les couloirs, Onibaku. Hein. Tu reviens tout de suite. Merci. Il y a Zach en plus dans le chat. Zach, c'est vraiment un ancien élève à moi. Douce nostalgie, j'ai failli faire tomber la trousse. Alina. Il y a quelqu'un dans le chat qui a connu ça en vrai. Après, c'était en seconde, c'était ma première année. Je me suis amélioré par la suite. Voilà. Franc ou à une nouvelle monnaie. Bon, bref, du coup, je suis en train de décrocher. Oui, une nouvelle monnaie. Là, il est en train de barrer en couille. Il est en mode genre, ok, du coup, Mélenchon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quitter l'Union européenne et créer son propre système monétaire. Bon, ok, d'accord. Respecte à la fois le programme de l'AFI et les règles européennes, ou même un juste milieu. Enfin, si, il y a un juste milieu à 5% de déficit, et ça s'appelle le macronisme. Et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon veuille vraiment faire ça. Donc, si elle veut absolument ouvrir une nouvelle voie, après 30 ans d'euros, la France devra revenir au franc, ou à une nouvelle monnaie autre nationale, avec un nom différent, mais... Ah ouais, ok, là, il extrapole un peu, hein, avec sa vieille image en IA. Après, retour au franc, République mélenchoniste, Populone, le Populon d'or, ça me plaît un peu, hein. Ça me plaît un peu. Ça serait quoi? Ça serait la pièce de 10 francs avec Mélenchon? Ça serait quoi les autres portraits dessus? Il y aurait une Clémence Guettet, une pièce Bompard. Dont l'émission sera contrôlée par l'État. Forcément, ce changement s'accompagnera d'un chamboulement économique et le gouvernement devra mettre en place le contrôle des capitaux pour éviter que les épargnants et les patrimoines fuient la France et sa nouvelle monnaie. Pour financer ces dépenses, à ce moment-là, la meilleure solution du gouvernement... Ah oui, il y aura les deux pièces principales, ça sera Mélenchon et Chikirou, tout à fait. Sera de recourir à des emprunts forcés avec l'épargne des Français dans les assurances vie. Il y aura peut-être même des billets de 100 francs avec Mélenchon et Chikirou qui regardent l'horizon comme ça et plein de petits enfants heureux. Le Chikirouble. Parfait. Exemple, ou dans les différents livrets que le l'État Populon et le Chikirouble peut distribuer. Il est quand même 6 000 milliards d'euros d'épargne en France au total, ce qui devrait permettre d'alimenter le gouvernement pendant quelques années. Alors c'est une pratique assez courante, en réalité les emprunts forcés, à l'époque il y en avait beaucoup, à chaque crise quasiment. Le mélange-ton et le Chikirouble, incroyable, incroyable. Un grand moment de live. Ce prêt forcé pour les particuliers seront sûrement très défavorables dans ce contexte. Par exemple, l'État vous empruntera des euros pour vous rendre des francs quelques années plus tard, qui auront une valeur réelle extrêmement faible par rapport aux euros que vous aurez donnés à l'époque. Mais il n'y aura pas vraiment à ce moment-là d'alternative pour financer les dépenses publiques, étant donné que les marchés financiers... Là, je sais même plus quoi analyser, c'est vraiment de la politique fiction plus. Là. Là, il part du principe, il est en mode genre, bon, okay, on va partir de ce principe, c'est un exercice de pensée, c'est l'angle que j'ai pris. Il a quand même, je m'y attendais pas, il a quand même pris l'angle, Mélenchon quitte l'Union européenne, imprime sa propre monnaie. Il y a un retour au franc. Je sais pas comment analyser. J'avais pas vu venir celle-là, Je vous le dis, hein, moi je pense qu'il y a quand même peut-être plus de chances même que Mélenchon fasse une Mitterrand, on va dire. Il fasse quand même un programme plus à gauche, ça soit quand même mieux. Mais un peu à la Mitterrand, quoi, en mode genre, bon, bah, c'était pas non plus la grande marche vers le socialisme attendue, quoi. Je pense que c'est plus probable plutôt que son scénario à lui, pour le coup. Hein. Il est un peu d'élu. Hein. Seront fermés à la France, a priori. Pour la population, la nouvelle monnaie rendra les importations beaucoup plus coûteuses et le coût de la vie globalement plus important, parce qu'en gros, le franc aura une valeur qui sera très faible sur les places d'échange internationales, notamment par rapport à l'euro, un peu comme la monnaie turque ou argentine. Cependant, les exportations deviendront aussi plus compétitives et le fait de produire en France sera désormais très bon marché, comme ça peut l'être dans des pays d'Europe de l'Est, ce qui permettra peut-être à certaines industries de revenir progressivement ou de se recréer en France. Ok, mais attends, on a regardé Philippot tout à l'heure, Florent Finito. Il est quasiment en train de décrire le programme de Florian Philippot. Frexit, retour au franc pour réindustrialiser la France. C'est plus le programme de Philippot que le programme de LFI, là. Pourquoi LFI se transformait en Florian Philippot en cours de route? Il va falloir m'expliquer, je comprends pas trop, là. Notamment sur les produits qui seront trop chers à importer. En tout cas, j'en profite parce que là, du coup, je me vois dans la caméra, puis je vois la nouvelle DA à côté. Le vert de mon t-shirt va parfaitement bien avec ces DA, hein. Avec cette DA, voilà. Je sais pas si tu l'as remarqué, copain. Mais voilà. De monnaie pourra avoir... J'achète plein de t-shirts de cette couleur, maintenant. Long terme, un effet assez salutaire sur les comptes publics, paradoxalement, puisque les retraites ou les différentes allocations, si elles sont payées demain en francs, eh bien, ça permet d'équilibrer le budget beaucoup plus facilement, parce que vous pouvez imprimer des francs autant que vous voulez, et donc
moduler la valeur des francs un peu comme vous voulez. Même si dans la structure fiscale Oui, de base française, il y aura des équilibres qui seront assez durs à combler, qui devront probablement être aménagés d'une manière ou d'une autre. On peut penser au RSA peut-être un peu trop intéressant ou à une taxation qui repose trop fortement sur des riches qui seront déjà à ce moment-là plus très nombreux. Pour savoir ce qui se passera dans 5 ans, on va faire 2 scénarios. Ah oui. Un scénario Ah ok, optimiste d'accord. Ah oui, et c'était scénario à 1 mois, scénario à 1 an. Donc du coup, son scénario à 1 an, c'est déjà retour au franc, quoi. Alors scénario à 5 ans, ça va être quoi? C'est là que ça se transforme dans un zinri, là. C'est en mode la France est devenue une dictature totalitaire, les opposants politiques sont envoyés au goulag, et la charia, et Mélenchon applique la charia en France. C'est peut-être ça, du coup. Si déjà à 1 an, c'est le programme de Florian Philippot, à 5 ans, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai même pas envie de savoir. Enfin, si, j'ai envie de savoir. un scénario pessimiste pour couvrir les différentes options. Ok. Dans le premier, on rentrera dans une économie planifiée à mi-chemin entre le capitalisme et le communisme, dans laquelle l'État jouera tout Un quoi? Attends, répète. de Répète. même un rôle très important C'est quoi ça? Une économie mixte, planifiée, à mi-chemin entre... Attends. pour couvrir les différentes options. Dans le premier, on rentrera dans une économie planifiée à mi-chemin entre le capitalisme et le communisme, dans laquelle l'État jouera tout de même un rôle très important. Le travail deviendra obligatoire à minimum Ok. Littéralement la Chine. 35 heures par semaine, mais chacun pourra Jean-Luc choisir avec Zedong. une relative liberté ses fonctions et son travail. Les emplois les plus durs bénéficieront en plus de certains avantages et il n'y aura pas de chômage, le travail sera effectivement garanti. Les inégalités économiques bien. seront beaucoup plus faibles, l'écart entre les 10% les plus pauvres et les 1% les plus riches sera seulement de 1 pour 3, avec plus aucun milliardaire ou ultra riche en France au bout de 5 ans. L'empreinte C'est carbone française sera à des niveaux exceptionnellement bas, à 2 tonnes de CO2 par Français, qui Banger. nous permet théoriquement d'être alignés avec nos objectifs climatiques ou en tout cas avec l'accord de Paris. En termes de sécurité, comme maintenir un régime comme celui-ci en place Ah, et c'est là que le bas blesse. Pour l'instant, je signe. Hein. On signe où? Pour l'instant, je signe de fou. Hein. Ok, donc attends. Il faudrait retourner au franc et quitter l'Union européenne pour que Mélenchon puisse faire cette politique-là? Je suis pas un Frexiteur, mais si vraiment c'est ça l'issue, franchement, je signe. Hein. demande une police forcément assez forte, eh bien Ah. le sentiment d'insécurité disparaîtra. Par contre, la liberté politique sera remise en question et certains partis politiques d'opposition comme le RN, Reconquête, les Républicains ou Horizon seront interdits. Les minorités Ok, quand même, voilà. Je te disais, ils vont déporter les opposants politiques dans les goulags. C'est à peu près ça qu'il est en train de dire. Ok, bon. Bah ouais, moi, ça me dérange pas plus que ça. Bon, voilà. Moi, je suis quand même attaché à nos valeurs démocratiques. Je tiens à le dire, la démocratie, y compris dans ses formes les plus libérales, reste quand même à minima garante de certaines libertés individuelles, que je value énormément. Voilà, c'est d'ailleurs la critique que j'ai à faire du régime de Xi Jinping, très clairement. Hein. Très très clairement. Voilà. Mais du coup, bon, oui, ok. religieuses, sexuelles ou Mais ethniques malgré tout, voilà, si le prix à payer pour avoir ce qu'ils décrivent au début, une empreinte carbone extrêmement basse, du travail pour tous et beaucoup moins d'inégalités, si le prix à payer c'est dissoudre les Républicains, Reconquête et le RN, je suis attaché à nos idéaux démocratiques, mais ouais, bon, pas à ce point-là. seront respectés et valorisés. Des quotas seront instaurés dans la plupart des institutions françaises pour avoir une Attends, c'est quoi? C'est en mode la discrimination positive? Républicains ou Horizon seront interdits. Les minorités religieuses, sexuelles ou ethniques seront respectées et valorisées. Des quotas cool. seront instaurés dans la plupart des institutions françaises pour avoir une juste représentation des gens. Et la France deviendra une référence mondiale dans le respect des différentes identités de genre et dans la recherche sur ce sujet, sur les oppressions raciales et dans le respect des différentes sensibilités. Et globalement sera l'un des pôles les plus avancés en sciences sociales dans le monde. Je signe. Ouh, attends. Il y a beaucoup moins d'inégalités. Tout le monde a du travail. Le travail est mieux payé. Il n'y a plus les Républicains, Reconquête, Horizon et le Rassemblement National. Et, je cite, la France est à l'avant-garde des études dans les sciences humaines et sociales. Et woke de fou. Ah, quand on a dit un scénario optimiste et un scénario pessimiste, l'optimiste, il est vraiment bien. Hein, je signe. Mais du coup, si c'est ça le scénario optimiste, le scénario pessimiste, j'imagine même pas ce que ça va être. Hein. Sensibilité et globalement sera l'un des pôles les plus avancés en sciences sociales dans le monde. Ok, lourd. Paradoxalement, l'immigration sera assez nettement réduite. Les demandeurs d'asile préférant se rendre dans des pays avec une plus grande liberté des capitaux pour pouvoir renvoyer de l'argent à leur famille dans différents pays, ce que la France permettra plus difficilement. Et Mais attends, mais la France deviendrait une véritable passoire. Ça, il le dit pas. Non, mais attendez. Non, je vais aller plus loin dans le wokisme, dans le socialo-wokisme.
Je pense que la France deviendra une véritable passoire. Donc les immigrés pourront venir directement avec toute leur famille pour profiter du plein emploi et de l'inclusion des minorités dans le pays. Bon voilà, du coup c'est bon. On sera finalement plus proche. Après là-dessus, c'est aussi un peu l'idée, comme par exemple, il y a plein de migrants qui veulent aller en Angleterre, ils veulent pas aller en France. Parce qu'en Angleterre, pour te faire exploiter quasiment comme un esclave par un patron qui te paye 3 centimes de l'heure, en Angleterre, le droit du travail est moins développé. Donc vu que, de toute manière, il y a plein de personnes migrantes qui du coup savent qu'ils vont être tout en bas de l'échelle sociale, et sont prêts à se faire surexploiter la gueule juste pour tenter de survivre, quoi. Et c'est vrai que parfois, en Angleterre, t'as plus moyen de faire ça, quoi. Travailler dans les pires dark kitchens de l'enfer sans droit du travail, c'est encore plus permis en Angleterre qu'en France. Vous voyez? Donc là-dessus, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais l'argument pue la merde, parce qu'il a oublié de dire que, voilà, scénario optimiste, la France devient une véritable passoire migratoire, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on veut, hein. C'est ce qu'on veut. C'est la ligne ici, évidemment. De la France de l'époque, avec un service public qui aura un rôle prédominant dans l'information. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est ce gars-là, hein, je le rappelle, c'est un mec qui s'appelle Crésus Investissement. Voilà, donc c'est un mec de la droite libérale qui d'habitude fait plus des vidéos sur comment investir en bourse, et parfois il parle aussi un peu de politique. Il avait fait Ici la France copier le modèle chinois. Ça, je pense qu'on va la regarder, un de ces quatre. Attendez, je vais le mettre dans mes raccourcis. Et si la France copiait le modèle chinois, banger un peu. Puis ça fait des réacts qui sont intéressants, parce que je suis pas du tout d'accord avec lui, mais ça permet de... C'est un bon support pour React, je trouve. C'est très bien. Donc on se la fera une prochaine fois, si la France copiait le modèle chinois. En plus, on rigole bien, je trouve. C'est intéressant et drôle. C'est exactement le but des réacts sur cette chaîne, donc c'est cool. Pari réussi. Merci le Mux de m'avoir envoyé la vidéo. Ça fait un bon réact, je trouve. Les différents médias. Pour booster la cohésion nationale, on devra aussi faire une sorte de roman national, un peu comme à C'est quoi ça? Tu peux échanger avec Rémi? C'est qui Rémi? l'époque, mais autour de valeurs plus modernes comme la lutte contre les discriminations, l'écologie, le respect du vivant et la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme à travers le monde. Et économiquement, les gens seront tout de même globalement plus pauvres en termes de niveau de vie. On sera au niveau de pays d'Amérique du Sud, par exemple, avec une technologie et une industrie assez vieillissantes, mais la population sera pas pour autant plus malheureuse. Au contraire, la vie sera douce grâce notamment à l'exceptionnelle couverture sociale en place. Maintenant, du coup, j'ai perdu le fil là. C'est qui Rémi? Donc oui, voilà, en tout cas, il est en train de nous vendre du rêve, très bien. Économiquement, les gens seront tout de même globalement plus pauvres en termes de niveau de vie. On sera au niveau de... Quoi? La matinale de Numa, c'est géré par Host, t'es pas au courant, genre? Bah non. Pays d'Amérique du Sud, par exemple. Je comprends pas. Avec une technologie et une mais industrie assez vieillissante, mais la population sera pas pour autant plus malheureuse. Au contraire, la vie sera douce grâce notamment à l'exceptionnelle couverture sociale en place. Maintenant, le scénario pessimiste, plus réaliste aussi, c'est que la sortie de l'euro et le retour du franc donne aux Français une véritable monnaie de singe qui générera très vite des problèmes d'inflation dont il sera très difficile de se débarrasser. C'est ce qu'on a... mais c'est quoi ce rapport? Je comprends pas ce que tu dis, sine qua non. Bizarre. Oui, alors, scénario pessimiste. Mais du coup, ça m'a déconcentré. Moi, j'essaie de travailler là. Je suis en train de travailler, monsieur. Qui générera très vite des problèmes d'inflation dont il sera très difficile de se débarrasser. C'est ce qu'on a pu observer quasiment à chaque fois dans des situations similaires. L'équilibre entre les dépenses et les recettes n'arrivera jamais. La fuite des capitaux sera énorme. Le pays se videra de beaucoup de richesses très rapidement. Et la volonté de faire un impôt sur la nationalité sera très vite rendue inopérante par le manque de coopération des pays d'accueil. Puisqu'en effet, si les Américains peuvent mettre en place un impôt sur la nationalité, c'est parce que les pays dans lesquels vont leurs résidents coopèrent de manière très docile avec les États-Unis. Mais si demain la France demande aux États-Unis de collecter pour eux l'impôt que leur doivent des résidents anciennement français aux États-Unis et de leur reverser ensuite cette somme, il ne faut pas rêver, en l'état avec un Trump et même avec un Biden au pouvoir, il n'y a aucune chance que ça arrive. Et ça sera pareil a priori pour la grande majorité des pays dans le monde. Les dépenses devront donc baisser chaque trimestre, ce qui fera repasser la couverture sociale française finalement à un niveau bien inférieur à ce Pourquoi il met pas des images? Il mettait des images de l'utopie mélenchoniste et là il met pas d'image. Peut-être qu'il roule pour Mélenchon au final. Hein. Il m'a plus vendu du rêve en disant le scénario optimiste que vendu du cauchemar en disant le scénario pessimiste, quoi. Donc c'est en mode genre, de toute façon les riches ils nous tiennent par les couilles, ils vont tous se barrer aux States entre riches et puis ils paieront pas d'impôts et puis on va se faire baiser le cul. Ah ouais, encore une fois, si dès le début de la vidéo, il avait inclus les effets macroéconomiques de la politique de Mélenchon qui font que ça a recréé de l'activité en France et que ça relance la machine économique, il aurait peut-être pu comprendre qu'en fait, on n'est pas si dépendant que ça des milliardaires en France. On l'est un peu, mais parce qu'il faut redistribuer. Mais une fois que c'est redistribué, bon bah voilà, et même sans eux, on pourrait plus ou moins s'en sortir. Hein. Avant la prise de pouvoir de Mélenchon, la France sera Tant qu'on garde les travailleurs en France, ça devrait le faire. Hein.
plonger dans une grande vague de pauvreté, le taux de chômage dépassera Oui, je les verrai avec le dernier 30%, argent il magique. y aura Peut-être des jeudi. rationnements sur la plupart des denrées. Pour maintenir un régime très impopulaire, l'État devra faire preuve d'une violence dissuasive, interdire quasiment tous les partis d'opposition et ne faire que des élections fantoches dans lesquelles vous aurez le choix entre le Parti communiste français, la France insoumise et une frange radicalisée des écologistes. Le pays Bon, ça va. Ok, d'accord. Donc ça serait la dictature parce que voilà, d'accord, bon, très bien. s'effondrera donc lentement, devenant un épouvantail pour tous les pays occidentaux. Mais ce que je comprends pas, c'est que il ne voit pas le scénario de Mélenchon se couche, quoi. Bah après, il a dit, je pars du principe que oui. Donc si jamais Mélenchon, au bout de 5 ans de mandat, dans tous les cas, scénario optimiste, l'opposition a été interdite. Scénario pessimiste, l'opposition a été interdite, quoi. Donc c'est vraiment en mode, quoi qu'il arrive, selon lui, si Mélenchon arrive au pouvoir, au bout de 5 ans, il n'y aura plus d'opposition, il va dissoudre l'opposition. Je voudrais quand même tenir à lui rappeler un truc. Les seules personnes qui sont prononcées, des politiques, hein, des responsables politiques, plus ou moins responsables, qui sont prononcés pour la dissolution d'un parti ces dernières années, c'est la droite, pour dire il faut dissoudre la France Insoumise. À part ça, la France Insoumise n'a jamais parlé de dissoudre quelconque parti, quoi. Donc, ouais, ok, bon, bah, ok, d'accord. De toute façon, dire Mélenchon, c'est un dictateur en devenir. Vous avez vu, une fois, il a dit la République et moi, c'est moi, ma personne est sacrée. Bon. Il voulait interdire le FN. Ça, c'était avant, c'était un grand démocrate. Ouais, à l'ancienne, maintenant, on peut plus, c'est trop tard pour ça. Maintenant, on est obligé de les battre à la régulière. Putain, fait chier. Ouais, c'était il y a longtemps, c'était à l'époque où le FN, ils avaient 0 parlementaire et rien, à l'époque de Jean-Marie Le Pen et tout, quoi. Là, en vrai, il est trop électoraliste, en fait, il est trop démocrate, on va dire, mais dans le bon sens du terme, ne serait-ce que par sa stratégie, il ne peut même pas, même s'il le pense, il pourrait pas se permettre de dire je dois interdire d'autres partis. Parce que il veut la stratégie d'élection par les urnes de la France Insoumise, comme son nom l'indique, c'est par les urnes. Il faut jouer le jeu du réformisme, et jouer le jeu de la démocratie, et jouer le jeu des élections. Et à partir du moment où il joue ce jeu-là, tu es obligé de dire le RN a 120 députés, de toute façon, on ne peut plus les interdire, ils ont trop gagné d'élections. C'est trop tard, vous voyez. Progressivement effacé des cartes électorales pour au moins une bonne décennie, comme ce fut le cas au moment de la chute de l'URSS dans beaucoup de pays différents. Voilà, évidemment, toutes les hypothèses qu'on a formulées sont assez improbables. Il est assez improbable que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Il y a peu de chances qu'il ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a peu de chances qu'il puisse faire passer tout son programme comme ça. Tout est un peu tiré par les cheveux. C'était pour voir ce qui se passerait si on avançait sans contestation et avec, voilà, en poussant vraiment le raisonnement jusqu'au bout. Mais de manière plus crédible, ce scénario que j'ai essayé de faire durer 5 ans s'arrêterait probablement au bout de quelques mois, voire une petite année. Mais pourquoi ? Explique pourquoi. C'est ça que je voulais savoir, en mode pourquoi le programme s'arrêterait au bout de quelques mois ? Pour quelle raison ? Les Français gueulent trop dans la rue et du coup il est coincé parce qu'il y a une forme de révolution bizarre. C'est vraiment le FMI et les marchés financiers qui arrivent et qui empêchent Mélenchon d'appliquer sa politique. Et en mode au bout de 2-3 mois ça marcherait plus. Bah explique pourquoi. Moi je pensais que ça dont t'allais parler. Non. Bon. Merci Sebzer pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Du coup, c'est bon, là, on est à 700 subs, là. C'est bien, là. On est à 701 subs, même. Super. Objectif 800. On va y arriver. Ça n'ira pas, à mon avis, tellement plus loin. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez que j'ai menti ou manipulé sur certains points. J'ai essayé, au contraire, honnêtement, d'être très gentil, très acceptant sur beaucoup de choses, de laisser filer beaucoup de choses qui... Alors, avis de gauchiste soutien de LFI à la vidéo. Je ne sais pas si tu regarderas ce replay, Crésus. Mais moi, j'ai trouvé que, franchement, je m'attendais à pire, quoi, parce qu'on n'est pas du tout sur la même ligne politique. Je trouve que c'était un bon support pour React. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi à 95%, surtout. Je trouve que la vidéo était pas ouf, mais franchement, ça aurait pu être bien, bien pire. Et je trouve qu'en tout cas, c'était un bon support pour moi, dérouler mon contre-discours, on va dire, par rapport à ça. Et je trouve que c'est pas, franchement, sa mauvaise foi... La mauvaise foi, le problème dans la vidéo, c'est plus qu'il a un prisme de lecture qui est le prisme lecture de la droite libérale classique, quoi. Et c'est ça qui fait que, bah ouais, évidemment, son analyse, moi, je la trouve un peu gaze. Mais je trouve pas qu'il soit tant de mauvaise foi que ça, ou tant antipathique que ça. Je trouve que ça va. Moi, j'ai passé un bon moment et je trouve que c'était un bon support pour React et opposer mes propres idées, nos propres idées. Voilà, c'est mon retour. Été pour avoir de l'impact plus négatif, mais pour vous voyez jouer le jeu... Mais t'inquiète, sine qua non, non, je sais que j'ai pas dit que tu me reprochais quoi que ce soit. Tranquille, c'est juste que j'ai pas compris de quoi tu parlais. Voilà, c'est tout. Et pas être directement trop cassant. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez faire d'autres hypothèses comme ça. À une prochaine fois. Bye bye. Lui, un peu déçu. Il a pas parlé de la charia, des frères musulmans. Il a pas parlé de la 6ème République non plus. Mais attends, mais il me manque un... Mais qu'est-ce qui... J'ai pas allumé mes LED ?
Oh non, j'ai oublié. Bon, bah tant pis, de toute façon, c'est la fin du live bientôt. Ouais, bah c'était. Moi, je trouve que c'était un bon react. Je trouve que c'était cool. On a pu parler de sujets assez intéressants, aller un peu en profondeur sur les politiques de relance et la politique budgétaire, tout en rigolant. Franchement, c'était cool. Je pense qu'on fera le react à sa vidéo sur et si les la plus France avancés. appliquait le modèle économique chinois, parce que si c'est un peu le même genre, moi je trouve que c'est un bon support de react. Je suis content de l'avoir fait. Merci le Mux d'avoir conseillé cette vidéo. On fera peut-être même en feat avec Onibaku, éventuellement un de ces quatre, un react à la France, et si la France copiait le modèle chinois. À voir. En tout cas, si vous regardez la VOD YouTube et que vous avez été jusqu'au bout, je pense que c'est long. Hein. Ça doit durer 2 heures à peu près. Bah, n'hésitez pas à vous abonner et dites en commentaire ce que vous pensez de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou de LFI. Bisous, bisous. Abonnez-vous.